Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Hello à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode Parole de Pro, les épisodes du chantier dans lesquels j'interviewe des professionnels de la rénovation et de la maison qui partagent avec vous tous leurs conseils d'experts sur le sujet sur lequel ils sont spécialisés. Et aujourd'hui, nouveau sujet, j'ai rencontré Bertille de Maison Kika qui accompagne les particuliers sur l'achat et la rénovation de leurs biens immobiliers pour créer avec eux un intérieur dans lequel ils se sentiront bien. Et on a parlé de ça, le bien-être dans un intérieur. Sujet tellement important et central de ce podcast. Et Bertille a partagé avec moi 1000 conseils en aménagement d'intérieur et décoration pour maximiser le bien-être chez soi. Elle a partagé des conseils selon les pièces de la maison, très intéressant, les choses à faire et à éviter, des astuces pour bien dessiner ses plans, mais aussi pour bien choisir les couleurs chez soi. On a aussi parlé du choix des matériaux dans un intérieur et de leur influence sur le ressenti que l'on peut avoir en vivant dans les lieux, mais aussi d'aménagement de chambres d'enfants et de l'espace de vie quand on le partage avec des enfants pour leur bien-être à eux aussi. On a également pris 2 exemples concrets pour appuyer les conseils de Bertille et vous pouvez retrouver les photos des 2 appartements dont nous parlons dans l'épisode sur lechantierpodcast.fr dans l'onglet épisode pro en cliquant sur la vignette de l'épisode de Maison Kika. Bref, c'était vraiment hyper intéressant et je suis ravie de partager aujourd'hui avec vous ma conversation avec Bertille de Maison Kika. Bonjour Bertille. Bonjour Anne. Bienvenue sur le chantier. Merci. Ravie de t'accueillir sur le podcast pour enregistrer cet épisode ensemble. Tu me reçois aujourd'hui chez Maison Kika, dans votre tout nouveau et flambant neuf showroom dans le cœur de Paris, 5 rue du Vieux-Colombier, c'est l'adresse, dans le 6e arrondissement. Et on va discuter d'aménagement intérieur aujourd'hui, de décoration et de bien-être chez soi pendant un peu plus d'1 heure. Ça te va comme programme ? C'est parfait. Tu vas pouvoir surtout partager avec nous plein de conseils d'expertes, puisque tu es directrice artistique chez Maison Kika. Tu vas nous raconter en quoi ça consiste, ton métier, mais voilà, tu t'occupes des projets d'architecture intérieure que vous menez ici. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour commencer et nous dire ce que tu fais dans la vie et puis en quoi ça consiste, ce beau métier que tu fais ? Très bien. Alors, enchantée, Bertille Dobler-Janin. Je travaille pour Maison Kika depuis le début, depuis le commencement. Depuis le lancement. Depuis le lancement. Et je suis donc la directrice artistique et architecte d'intérieur. Donc, je crée des intérieurs pour des super clients et je donne l'ambiance générale, la vision artistique et les grandes tendances de ce cabinet. Pour résumer, je crée des intérieurs de rêve. Ça, c'est pas mal comme métier. C'est génial. J'adore mon métier. Ouais, je comprends. Est-ce que tu peux me raconter, pour démarrer, l'histoire de Maison Kika ? D'où est venue l'idée ? De quel constat est partie la création de l'entreprise ? Parce qu'en général, ça part un peu d'un constat, voilà. Bien sûr. Alors, ça fait 3 ans que Maison Kika a été créée par Pierre Janin, qui a souhaité aller dans un domaine qui lui plaît énormément, qui est l'immobilier, en partant du constat que il y a des agences immobilières, il y a des agences d'architecture, il y a des entreprises TCE, donc tout corps d'État, mais rarement une entreprise qui propose la vision générale, l'ensemble, avec l'idée qu'on est là pour faire du beau et de valoriser le bien immobilier dans son ensemble, depuis l'acquisition jusqu'à sa rénovation. Et donc ce constat, il l'a fait en le faisant lui-même, différentes rénovations, acquisitions, rénovations. En général, ça part d'un constat personnel. Exactement. Lié à une expérience personnelle. Et il commençait à le faire pour les amis et la famille. Donc voilà, l'idée a été de lancer en vrai, pour des clients, ce projet.
D'accord. Et donc Maison Kika, c'est un clé en main qui vous accompagne en projet de vie, de l'achat à la rénovation, voire à la revente. Ah, bah oui, bien sûr. Comme ça, la boucle est bouclée. Exactement. Quel est l'ADN de Maison Kika, si tu devais le définir en 2-3 mots, tu vois? Je dirais parisienne. Non pas qu'on est à Paris, mais dans cet esprit d'ouverture de culture, de quelque chose d'assez classique, mais en même temps tendance et contemporain. Donc cette vision parisienne. Je dirais personnalisable et sur mesure. Ça, c'est notre mot d'ordre. C'est-à-dire qu'on n'a pas une seule vision. On a celle des clients et de ce qu'ils veulent pour leur lieu de vie. Et il n'y a pas un projet qui se ressemble, je pense. C'est aussi l'idée. Il y a un intérieur qui se ressemble. Non, parce que ça doit refléter nos clients. Ça ne reflète pas nous, en tant que personne, ou en tant que ce que moi j'aime. Ça reflète ce que le client souhaite pour être bien chez lui. Et le dernier, je dirais quand même la couleur. Ça fait quand même partie de notre ADN, d'aimer la couleur, les matières, versus d'autres architectes qui vont avoir d'autres sensibilités. Oui, chez vous, je pense qu'il est rare, voire inexistant, l'appartement tout blanc. Oui, alors il y a des clients qui sont plus réticents à la couleur, mais c'est vrai que non, on fait rarement du tout blanc. Mais alors tu dis ça, c'est marrant. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs dans les projets que vous réalisez, mais c'est jamais les couleurs. Enfin, c'est toujours très bien dosé, très bien mené, des couleurs qui se marient extrêmement bien les unes aux autres. C'est parfaitement amené cette couleur, je trouve, dans vos projets. Oui, l'idée c'est pas de mettre de la couleur pour de la couleur. On n'est pas sur des couleurs très fortes, on n'est pas des couleurs très pures non plus. On est plutôt quand même sur des couleurs très désaturées qui permettent d'être douces. Et ça veut pas dire que si quelqu'un veut du blanc, il y a plein de blancs, il y a plein de nuances. C'est une couleur en soi dès qu'on la travaille avec des pigments. Et la couleur, elle peut être amenée avec les bois, elle peut être amenée avec des matières, avec les tissus. Et ce que moi, j'aime particulièrement travailler, c'est avec les motifs. Et souvent, les motifs se répondent avec des rayures. Et en fait, on voit la cohérence. Et on se dit pas, oh là là, il y a un gros mur de couleurs, c'est un peu criard. On se dit pas, ouais, il y a vachement de couleurs. Non. Pas du tout quand on voit vos projets. On se dit plutôt, on est bien. On ne sait pas forcément pourquoi, mais parce qu'il y a une âme. On se dit surtout, c'est très très beau. Ah, c'est très gentil. Alors, très bien pour l'ADN. Et qu'est-ce que tu dirais que vous avez à cœur de proposer à vos clients? Ce qui est le plus important, c'est qu'ils soient bien chez eux. Ok. On ne cherche pas à être ultra design ou ultra tendance ou l'architecte qui sera dans le dernier magazine à la une. L'idée quand même, c'est de faire des biens qui soient pour des clients, fonctionnels, techniquement viables, qu'on soit bien dedans d'un point de vue même chauffage, structure, bien sûr. Et après décoration. Ça, c'est le plus important. Des appartements donc bien à vivre et qui ont l'idée aussi de revaloriser le patrimoine parce qu'on les accompagne sur le conseil d'achat. Parce qu'il y a une vision de revente derrière, surtout dans l'immobilier des grandes villes comme à Paris. Bien sûr. Quand on est là pour faire de la rénovation, c'est pour valoriser son bien. Et la décoration et la structuration de la rénovation fait partie de cette valorisation. Oui, ça c'est sûr. Alors, quels sont les différents services que vous proposez aujourd'hui? Alors, on propose d'abord d'accompagner sur la chasse. Sur l'achat? Ah oui, sur la chasse. La chasse et donc l'achat. Voilà, les deux mots se ressemblent. On chasse à Paris, bien. Ouais. Donc, vous êtes chasseur immobilier. Alors, on est chasseur, on est surtout entouré d'experts. D'accord. Voilà, on a aussi un réseau d'agents, de chasseurs avec qui on travaille. Ok. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver des biens qui sont inexistants sur le marché. On ne fait pas des miracles. Par contre, on saura avoir les bons liens pour trouver le bon bien. Ok. Par rapport à un budget, un lieu et une volonté du client. D'accord. Tout le monde ne veut pas la même chose. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. On l'accompagne donc jusqu'à l'achat, tout ce qui va être démarches administratives, notaires. Tout ça, c'est quand même des temps stressants pour nos clients. Et donc, c'est des moments où on a besoin de les accompagner, de rester dans le conseil. Pendant ce temps d'achat, on va être aussi sur la conception. Donc là, toute la partie architecture d'intérieur va rentrer en ligne de compte. Et ensuite, achat fait, conception faite, on passe sur les travaux. Et on fait ça en propre avec nos équipes et nos artisans. C'est génial. En fait, tu as un interlocuteur, alors sans doute avec peut-être au moins 2 personnes différentes au sein de Maison Kika, mais tu as le même prestataire. Tout à fait. Pour l'ensemble. Tu as un lien conducteur ça, de toute ta partie de ton achat. Donc, normalement, c'est la même personne qui t'accompagne avec ensuite des experts. L'expert pour la chasse, l'expert pour une architecte ou un architecte pour la partie conception et un chef de travaux lors de la rénovation. Pour le suivi du chantier. Pour le suivi du chantier, tout à fait. Génial. Avec une vision quand même un petit peu moderne et digitale. Une application, voilà. Ah oui. Exactement. L'idée, c'est qu'on est aussi là pour donner quelque chose de plus moderne et de dépoussiérer un petit peu le monde des travaux
on va pas révolutionner les travaux, mais en tout cas donner quelque chose d'un peu plus digital, de plus moderne, avec des suivis faciles sur ton téléphone. Tu suis tes travaux, tu sais où ça en est, tu as ton compte rendu qui arrive, voilà. Et c'est-à-dire l'application, qu'est-ce qu'on peut faire dessus donc Alors sur ton application, déjà tu vas avoir, par exemple, au moment de la chasse, tu auras tous les biens que tu auras visités, avec un récap, etc. Tu vas avoir tes comptes rendus d'architecte pendant tes conceptions, et surtout le plus important, c'est pendant tes travaux. Tu as tes comptes rendus de chantier, tu as ton avancement, voilà, tu as les points. Les photos éventuellement, exactement. Ce qui s'est passé. Tout à fait. Génial. S'il y a un problème, il y a toujours des problèmes pendant les chantiers. Les solutions qu'on propose, si t'es OK ou pas. Et puis à la fin, quand on valide, on fait, il y a parfois 1 ou 2 réserves fin de chantier. Ça arrive aussi, c'est normal. Oui. Voilà, on suit les réserves. Il y a absolument avec tout, le suivi. L'idée est d'avoir ce suivi, oui. Et t'as pas 12 000 mails différents, en fait, tu te parles On beaucoup, essaye, d'avoir un canal dédié à ça. Ah, c'est hyper intéressant que vous ayez développé cette application oui, parce que en interne. En interne, enfin, il y a de l'interne et un expert qui nous aide sur le développement bien sûr, mais digital. En tout cas, votre propre application. Exactement. Après, voilà, je pense que ça tient à cœur aussi au fondateur qui vient aussi du monde de la tech. Ah oui, d'accord. Voilà, qui a cette envie de dépoussiérer un peu l'immobilier et la rénovation. Enfin, c'est des mondes où on est très terrain. C'est ça qui est génial aussi, c'est très concret, mais où ça manque aussi de tout cet appui tech et qui peut être facilité. Exactement. Modernisé. Exactement. Et alors, on retrouve l'incarnation de tout ça maintenant au showroom que vous venez tout juste d'ouvrir, et là, il y a 2 jours, et j'enregistre cet épisode, je suis peut-être une des premières visiteuses, parce qu'il est même pas tout à fait ouvert, si ? Pas tout à fait, on attend les dernières autorisations de la mairie. Mais au moment où cet épisode va sortir, il sera ouvert, dans quelques semaines. Donc, le premier showroom Maison Kika, c'était quoi l'objectif en ouvrant ce lieu à vos clients, au public ? L'idée, c'est déjà de nous rendre physiquement réel, visible, d'avoir un lieu qui nous incarne, qui incarne notre vision, plus seulement par nos projets, qui sont aussi le reflet de nos clients. Là, on a pu nous exprimer, nous, vraiment pleinement dans ce qu'on aime et dans ce qu'on sait faire. L'idée, c'était de trouver un lieu. On a mis du temps, 18 mois. Ah oui, à trouver le bon endroit. Trouver le bon endroit, voilà. Et pourtant, on chasse. Et ouais, mais parce que là, j'imagine qu'il y avait beaucoup de critères. Il y avait beaucoup de critères. Les coordonnées sont sûrement les plus mal chaussées au départ. Non, beaucoup de critères. Une volonté d'être au cœur d'un Paris, voilà, du 6e arrondissement, d'être dans un quartier qui reflète aussi la décoration. Les grands éditeurs sont là. On a aussi d'autres cabinets d'architectes qui sont aussi dans cet univers. Nous, ça reflète ce qu'on aime, des bâtiments. Enfin, voilà. Donc, c'était important d'avoir ce lieu, d'être bien placé, la bonne vitrine, la bonne surface, le bon prix. Tout ce qu'on recherche quand on cherche un appartement pour nos clients. Et ensuite, entre les travaux et la conception, voilà, on a eu 6 mois de chantier. Et on arrive enfin à ouvrir ce lieu et on est ravis de pouvoir bientôt accueillir donc, nos clients pour les recevoir, écouter leurs projets de vie, pouvoir les accompagner et ensuite faire tout ce qui est la partie conception. Alors ici, on te reçoit dans notre matériothèque. C'est ce que j'allais dire. Il y a aussi cette matériothèque qui permet de voir en vrai, de toucher, de choisir en visu. Alors, il n'y a peut-être pas tout, mais il y a des échantillons un petit peu de ce que vous proposez en termes de tissus, tissu, marbre, revêtement mural, de bois, marbre, plaquage, bois, laquage, corniche. Alors, il y a plein de choses qui sont encore cachées et qu'on peut sortir pour nos clients. Mais l'idée, c'est d'être dans cette pièce et de pouvoir montrer que les clients puissent toucher et puis c'est dans un univers qui n'est pas blanc aseptisé. On a beaucoup travaillé la lumière pour que tous ces motifs et ces revêtements puissent être comme dans leur futur appartement, avec une lumière douce, tamisée, dans une ambiance où on retrouve les corniches à l'ancienne. Voilà, un lieu cocon où on peut choisir sans être dans un lieu très froid qui serait trop galerie d'art. Exactement. Et à la fois, il y a de l'art. Il y a notamment cette magnifique fresque au plafond d'Arnold d'Alger, avec des dorures, alors qui est très parisienne. Il y a les monuments de Paris, il y a les immeubles parisiens, le pont Neuf ou le pont, je sais pas, Pont Alexandre III, normalement. Pardon. Et on a Saint-Sulpice, on a la Tour Eiffel, voilà. Et en fait, c'est assez inspirationnel comme lieu. C'est aussi, en termes de décoration, plein de bonnes idées à prendre, je pense. Au rez-de-chaussée, c'est pareil, dans la partie un peu salon, avec la banquette, la partie cuisine. C'est presque un petit appartement, en fait. Exactement. C'est comme un petit appartement. On l'a conçu comme ça. En bas, on rentre, on est dans le salon. On a un espace assez cocooning. On a fait comme une boîte, tout en chaîne.
On a un super rocking chair qui a été chiné par Chaises au Carré. Je ne sais pas si tu connais. Donc non. C'est 2 super filles qui sont portes de Pantin et qui chinent des chaises, qui les restaurent. D'accord. Et donc, c'est des chaises qui ont 50 ans et qui vont encore faire 50 ans. Donc, c'est assez génial. On a travaillé une cuisine pour montrer c'est quoi une cuisine pour Maison Kika. On peut mettre de la couleur. Peut-être on verra les photos. Elle est en bordeaux. Oui, elle est très belle. Elle est très, elle est très forte. Et à l'étage, on a voulu un lieu où là, on reçoit vraiment nos clients pour la partie conception, où on est plus dans une espèce de réflexion, de concentration. Et comme tu disais, inspirationnel. Donc, il y a la matériothèque et il y a cette fresque d'Arnold qui est un vrai coup de cœur pour moi, cet artiste. Ah non, mais tellement. C'est sublime. Il est génial. Ah non, mais il est trop fort. Et on a travaillé ensemble. Les monuments de Paris, ça, c'est assez reconnaissable. Et vous avez aussi les symboles de Maison Kika. Donc, la clé. Ouais. La clé qui peut avoir plusieurs significations. La clé du foyer, la clé du bonheur, la clé du futur projet de vie. Moins visible, mais c'est notre cigogne. C'est notre symbole du foyer. D'accord. Parce que c'est aussi la représentation d'une nouvelle, d'un projet qui est donc le foyer, les clients. Ça reste les clients le cœur de notre projet. C'est pas l'architecture pour l'architecture. C'est la famille au sens large. Et on a le trèfle à 4 feuilles parce qu'il faut toujours de la chance. Et il faut pousser la chance. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Un petit trèfle. Un petit trèfle pour que tout se passe bien pendant les travaux. C'est ça. Parle-moi un peu de ton processus créatif sur vos projets de rénovation. À quel moment, toi, tu interviens sur les projets d'architecture intérieure que vous menez en général ? Comment ça se passe ? Et puis, comment tu vas penser un projet ? Alors, je ne suis pas toute seule, et heureusement. Oui. On a beaucoup de projets, donc je n'interviens pas forcément sur tous les projets. Moi, je suis plus là sur influencer... la direction artistique globale. Proposer de nouvelles matières, proposer des fournisseurs, voilà. Et je prends aussi quelques projets en direct. Et donc, dans ces projets-là, et comme pour la dizaine d'architectes qui travaillent avec nous chez Maison Kika en interne, donc on est quand même une bonne équipe, on a un petit peu la même vision. Au départ, c'est quand même d'avoir une rencontre, un lieu, un client. Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce que le lieu nous inspire. D'accord. On va pas faire la même chose dans un immeuble années 70 que dans un immeuble du 6e arrondissement ou un haussmannien. Il y a quand même un respect, selon nous, du lieu, du patrimoine et de comment on aménage pour qu'il y ait une cohérence. Donc ça, c'est la première partie. Après, on passe sur la structuration, donc le plan. C'est la partie majeure qui nous occupe sur le premier, voire le deuxième rendez-vous avec nos architectes. C'est comment structurer l'espace pour répondre à tous les besoins, que ça soit cohérent, qu'on ait bien les bons espaces au bon endroit, la bonne lumière. Enfin, voilà. Donc, il y a une grosse partie structuration de l'espace. Et ensuite, on va passer sur une partie plus sympa, souvent que les clients attendent plus, le concept, les moodboards. Et on va partir sur les premières matières, les premières couleurs. Moi, je travaille beaucoup à partir de ça au départ. C'est-à-dire que ça va être comment savoir le coup de cœur du client. Est-ce que ça va être un papier ? Est-ce que ça va être un tissu, un tableau, un canapé ? Oui, et soit que toi, tu vas lui proposer, soit que lui, il va t'apporter de lui-même. Ah, j'ai vu ça, je le veux absolument. Voilà, ou quelque chose qui vient de... qui est intrinsèque, qui vient de sa famille, qui va amener d'appartement en appartement. Voilà. Un lustre, un fauteuil, Exactement. N'importe quoi. Et moi, j'aime bien partir de ça pour ensuite broder l'histoire autour et faire la cohérence. Et donc ensuite, on va découler chaque pièce une par une et qui est quand même un univers cohérent entre toutes les pièces. Si on ne va pas mettre la même couleur dans toutes les pièces, il faut que quand on voit l'appartement, il y ait un lien. Un fil rouge. Un fil rouge. Sur la dernière partie, après, on fait du technique. Enfin, après, quand tous les choix esthétiques sont faits, on va passer sur une partie plus concrète. Ouais. Les choix techniques, c'est ça. L'électroménager, les plans électriques, les plans plomberie. Et le suivi du chantier et des travaux pour vérifier que tous les choix sont bien respectés dans le détail, etc. C'est ça, et que parfois les choix qu'on peut faire sur un plan ne sont pas parfaitement exploitables dans la réalité. Et donc, il y a quand même des choix à faire, des solutions à trouver tout au long du chantier pour que, au final, ça respecte ce qu'on s'était dit au départ. Ouais, exactement. Alors, en décoration et puis en aménagement intérieur, globalement, on parle beaucoup de tendances. Quel regard, toi, tu portes sur les tendances en architecture d'intérieur ? Est-ce que tu aimes t'en inspirer ? Peut-être les laisser infuser un petit peu pour voir ce qui en ressort une fois couplé à ta créativité ? Ou, au contraire, t'en affranchir complètement pour être sûr de proposer un intérieur absolument unique à chaque client, tu vois, qu'on ne voit, voilà, rien qu'on ait vu ailleurs. C'est difficile de s'affranchir des tendances. Je pense quasi impossible. Pour moi, en tout cas, ça ne l'est pas, dans le sens où je pense que ça nous influence
au restaurant, les magazines qu'on lit, les hôtels qu'on voit, les voyages qu'on fait. Et dans ton métier, on a besoin aussi et envie de s'informer, exactement, de s'inspirer. un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc, et on sait, on le ressent, qu'il y a certaines couleurs, voilà, selon les saisons et selon les années, on voit, ça arrive, la tendance avec les clients qui viennent avec la même demande, parce qu'on sent que ça influence tout le monde. Ouais. Ça, je pense qu'il ne faut pas le renier, il faut l'accepter. C'est pas parce qu'il y a 3 clients qui ont demandé la même couleur que ça va faire le même intérieur. C'est normal, ils ont cette influence autour d'eux, l'environnement. Je suis pas trop partisane, à mon sens, d'une décoration intemporelle qui pourrait passer des décennies. Je pense que c'est... Peut-être ça marche avec certains designs très épurés, voilà. Oui. Je pense qu'au bout de 10-15 ans, il y a quand même une forme de temporalité dans le design et qu'il y a des choses qu'on ne veut plus, qu'on ne veut plus voir, qui sont passées de mode et qu'on va reprendre dans 30 ou 50 ans. Ou qu'on n'aime plus, tout simplement, soi-même, parce que les goûts de chacun évoluent au fil du temps. Donc je pense que quand on conçoit, il ne faut pas se dire que c'est pour 30 ou 40 ans. Ça reste quand même quelque chose qui doit pouvoir évoluer en 5-10 ans avec des matériaux qui sont pérennes, matériaux plus intemporels, mais une décoration qui va être de la peinture, des revêtements muraux, qui eux sont faciles à changer, qu'on va pouvoir faire évoluer. Et c'est pas parce que on a tous nos clients qui nous, j'exagère, mais qui vont nous demander du zélige vert dans les salles de bain, qu'on peut pas faire un truc unique et amener un petit peu de peps. On peut le booster, on peut lui amener un papier peint, un motif différent, on peut faire des calpinages très sympas. On peut proposer de le mettre ailleurs que dans la salle de bain. Exactement. Voilà, et donc c'est normal d'avoir une tendance qui se répète et qui se voit, parce que c'est aussi ce qu'ont envie d'avoir les clients, mais on peut être originaux quand même. Mais c'est très intéressant, ce sujet de la tendance dont on s'inspire, et c'est bien, mais voilà, tout en faisant attention à ne pas copier-coller. Alors ça, c'est clair. Déjà, pas copier-coller une image Pinterest. Souvent, c'est le premier point qu'on donne aux clients en disant « Attention, Pinterest, c'est génial. Instagram, c'est génial. Ça donne plein d'idées. On copie pas. Déjà, on n'est pas là pour copier ce qu'un autre a fait exactement. Il faut adapter à vous au lieu. » Et puis surtout qu'ils viennent vous voir pour vos idées et votre créativité, a priori. Exactement. Donc l'idée, c'est quand même de s'en détacher. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile pour les clients. Oui, qui ont des attentes, ils ont vu et revu cette image. Et l'image est concrète, alors que nous, on parle de plan et de mood bar. Voilà, c'est ça. Non, après, voilà, il faut adapter. Et puis, en effet, une image Pinterest n'est pas forcément réalisable dans le lieu qu'on achète. Exactement. Il y a des superbes images IA aussi. Ouais, bien sûr. Très, très beau. Mais c'est pas... c'est pas la réalité, comme son nom l'indique. C'est physiquement pas réalisable. Alors toi, tu es très attachée au bien-être. Et du coup, on a décidé d'axer cet épisode sur ce sujet, au bien-être chez soi, au bien-être que l'on peut ressentir dans un lieu et dans un intérieur. En quoi, selon toi, c'est la clé de tout ? Je pense que quand on a un lieu, qu'il soit même tout petit, on fait des studios de 9 mètres carrés comme des grands appartements, ça change pas, il faut avoir la même intention. Quand on est bien, ça veut dire que c'est bien pensé, qu'on a toutes ses affaires, que c'est pas enfoui, qu'on a un endroit où on peut reposer son esprit parce qu'on peut divaguer, parce qu'on peut regarder un motif, voilà, et qu'on est bien. Pour moi, c'est un cocon où on peut se retrouver, on peut travailler, on peut peut-être avoir une famille. Ça change tout. Mais ce lieu d'être bien, c'est aussi important dans nos bureaux. Ouais. On devrait tous avoir des super bureaux. Énormément de temps. Exactement. On y passe peut-être quasiment autant de temps que dans notre maison, en fait. Voilà, et souvent, c'est des lieux très aseptisés où on se dit, il vaut mieux faire du neutre pour que ça plaise à tout le monde. Ce qu'on voit dans les études, c'est que dans les neurosciences et la psychologie, c'est que la couleur et le motif amènent des choses au cerveau. Donc, des lieux totalement blancs, que ce soit dans notre intérieur, dans nos bureaux ou dans des lieux comme les écoles, ne devraient pas exister. Oui, parce que c'est pas la couleur de la concentration, par exemple, ou la couleur de la... Ouais, je sais pas. Alors, t'as des couleurs... Oui, alors, t'as des couleurs qui amènent plus la concentration, d'autres qui amènent plus de l'émotionnel. Oui, voilà. Je dis ça pour les bureaux, par exemple. Typiquement, on va chercher peut-être des lieux qui amènent, qui inspirent, pas forcément l'émotion ou la famille ou le... Non, ça peut être la concentration, ça peut être des choses qui sont plus concrètes. Il y a plein d'études sur les fonds d'écran.
Donc, La créativité, enfin voilà, ce genre de choses. Ouais. Oui. Juste sur le fond d'écran que vous avez dans votre ordinateur, même si vous ne pouvez pas peindre les murs, déjà ça amène quelque chose d'autre à votre cerveau quand vous travaillez. La couleur de votre fond d'écran. D'accord. Donc si on peignait toutes les salles, ça serait déjà pas mal. Mais oui, tu vas avoir en fait des couleurs qui sont plus ou moins chaudes. Donc, tout le spectre entre les couleurs froides, les bleus, les couleurs chaudes, le rouge, n'apporte pas la même chose que ça soit dans une salle de bain, une cuisine ou dans un couloir. Tu vas pouvoir jouer là-dessus, à la fois sur ce que ça apporte en émotion, ce que ça apporte en termes d'espace. La profondeur, le bleu, ça amène plus d'espace que le rouge qui amène quelque chose de cocooning. D'accord. Donc, que tu as besoin aussi par rapport à l'espace que tu ressens, la taille de la pièce et la lumière qui va rentrer dedans. Donc tu peux jouer avec tout ça. Et tu as des couleurs plus neutres, qui sont des couleurs très tendances en ce moment, tout ce qui va être la palette terreuse végétale, les verts, les terracottas, les ocres, on adore. On est à fond là-dedans totalement, et c'est très bien. Et c'est très beau. C'est très joli. C'est des couleurs moins fortes, qui apportent moins que les traits foncés ou les traits profondes comme les bleus ou des très chaudes, mais qui peuvent être parfaites dans des salons. Voilà, c'est... Partout. Oui, partout. Et quelles sont pour toi les grandes règles à suivre pour se sentir bien dans un intérieur? Alors attention, question difficile, mais alors que ce soit soi-même ou les autres, tu vois, qui peuvent venir chez nous, voilà, de façon globale dans un intérieur, mais aussi peut-être qu'on peut faire pièce par pièce. Ça peut être intéressant, peut-être ça va t'aider à me donner des conseils un peu plus précis, pièce par pièce, pour une entrée par exemple. Pour une entrée. Alors il y a des règles assez simples à penser. Il faut que ça soit fonctionnel, une entrée. J'allais dire fonctionnalité. Voilà, il y a des adjectifs qui se mettent avec chaque pièce. Une entrée, ça doit être fonctionnel. Ça donne le ton de ton appartement. Oui. Et c'est là où tu vas avoir des visiteurs. Ok. Donc c'est quand même important. Ouais, donc gros challenge, l'entrée. Gros challenge. Donc il faut du rangement. Souvent s'asseoir pour mettre des chaussures, les manteaux des invités. On n'a peut-être pas envie de les amener dans des pièces plus intimes. Ouais. C'est une pièce de passage. Donc on peut jouer à fond les couleurs. On peut jouer à fond les motifs parce qu'on va moins s'enlacer. C'est la pièce qui va donner le ton sur le reste de la décoration. Donc il faut qu'elle ait un vrai lien avec les pièces qui sont autour d'elle. Surtout dans les appartements qui pourraient être dits d'étoiles où tu as toutes les pièces qui desservent. Oui, qui sont desservies par l'entrée. Voilà, le sol est important parce que c'est un lieu de passage. On met des chaussures. Ouais, donc il faut que ce soit solide. Nettoyer. Et facile. Voilà, facile d'entretien. On évite la moquette blanche. Ouais. Bon, après... sauf si vous n'avez pas de chien, pas d'enfant... Et pas de chaussures. Pas de chaussures. Donc, voilà. Et souvent, on voit que les entrées sont quand même des pièces où il n'y a pas de fenêtre, où c'est peu lumineux. Donc, souvent, le parti pris, c'est presque de jouer avec. Tant pis, c'est sombre. Allons à fond sur les couleurs. Ça n'assombrira pas plus. Au contraire, ça donnera une ambiance, quelque chose de feutré, de tamisé, et qui pourra donner un effet de contraste avec une pièce derrière qui, elle, sera ultra lumineuse. Oui, carrément. Donc, ça fonctionne bien. Donc, gros défi, l'entrée, en fait, c'est hyper dur. Il faut que ce soit esthétique, il faut que ce soit beau, pratique. Et fonctionnel. Et en lien avec tout le reste de l'appart. Enfin, c'est quand même un sacré défi. Oui, donc l'entrée, c'est souvent un défi. Beaucoup d'aménagements sur mesure, souvent dans les entrées. Et oui. Beaucoup de placards. Ou du semi-sur-mesure. Que ce qu'on appelle, nous, semi-sur-mesure, c'est on part des bases type Ikea ou des grandes surfaces et on va y mettre des portes sur mesure, laquées ou bois, pour améliorer l'esthétisme. Ou les habiller un petit peu différemment, les pimper. Les pimper, exactement. Ok, l'entrée, check. Un salon, une salle à manger. Alors, un salon déjà. Salle à manger, ça peut être ensemble. Un grand séjour. Je dirais que c'est la pièce la plus simple. Parce que c'est la pièce qui va surtout être c'est marrant que tu dises ça, parce qu'à la fois, c'est la pièce où où tu te donnes vachement au niveau décoration, en général, tu vois. Et c'est un peu la plus belle pièce, Ça souvent. peut être la plus belle pièce, mais ça va être là où tu vas aussi jouer beaucoup plus sur le mobilier. Tu vas quand même avoir un ensemble de sofas, canapé, fauteuil, table, tapis. Enfin voilà, tu peux ne pas avoir grand-chose à mettre sur les murs pour faire une pièce canonissime avec des belles pièces, du beau mobilier. Alors quand je dis beau, ça veut pas dire cher. Il y a des super pièces dans le mass market, il y a des très belles pièces à chiner, il y a enfin voilà, on peut trouver plein de choses, mais en tout cas on peut assembler et ça peut apporter beaucoup de matière et de couleurs juste avec du mobilier. Ce qui est important, c'est de faire attention à la lumière, donc la lumière qui peut venir des fenêtres, la lumière indirecte et la lumière qui peut venir de tout ce qui va être LED ou spot.
Donc là, il faut plutôt faire attention à la lumière dans le salon parce que c'est un endroit où on va vouloir lire, on va vouloir peut-être regarder la télévision, faire des dîners. Donc on n'a pas forcément la même ambiance lumineuse nécessaire. Donc il faut vraiment plutôt avoir peut-être travailler sur le variateur, travailler sur plusieurs sources de lumière. Et on veut pas être chez un dentiste, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, pas donc trop blanc, bien pas trop travailler l'éclairage. Voilà. Et si on travaille bien le mobilier, on peut presque moins penser les murs, même si moi j'adore mettre du papier et des revêtements, on peut être plus sobre sur le salon salle à manger. Et c'est là où on va pas forcément... il peut y avoir de l'aménagement, du rangement, mais pareil, c'est moins des pièces fonctionnelles comme l'entrée ou un couloir. Oui. Donc on va être plus sur du mobilier que sur de l'aménagement sur mesure. Ouais. On a moins besoin de fonctionnel pour se sentir bien dans ces pièces-là. Tout à fait. Et souvent, c'est dans ces pièces-là qu'on a envie de mettre les tableaux, la décoration, ce qu'on a ramené de voyage. Bah, c'est ça. C'est ça aussi qui va amener de la vie dans cette pièce. Et là, c'est moins le rôle du décorateur, sauf si on doit agencer ces pièces-là. Ça va vraiment être plus le reflet des clients. Oui, parce que c'est vrai. Je suis en train de me dire, nos pièces phares de décoration, on a envie de les mettre dans son salon ou dans sa salle à manger. Ton beau tableau. Aux yeux de tous. Ton beau tableau, il est derrière ton canapé. Ouais. La contrainte du salon, c'est la télévision. Ah oui, ça c'est clair. Ça, c'est souvent le vrai point. Vrai sujet de télévision. Est-ce que les gens ont toujours des télévisions ? Oui. Ou un écran, en tout cas. Alors, un écran de télévision, je dirais quand même c'est une génération, quand on descend sous les 35 ans, on a moins de télévision. Ouais, on est d'accord. On a moins besoin de la télévision, on va être plus sur du rétroprojecteur, vraiment pour des soirées cinéma. Ça, c'est le truc. Il n'y a plus de télé, mais il y a un rétroproche quelque part qui descend, quoi. C'est ça. Après, sur une génération un peu plus âgée, je me tends, on a la télévision dans le salon. Mais il y a plein de systèmes. On a des télés maintenant qui font un peu tableau. Oui. On peut la cacher derrière un tableau même qui s'ouvrirait. On peut le mettre on peut la faire sortir d'une bibliothèque ou d'un meuble. À bien penser, mais voilà, la télévision, on la cache. Il y a plein de techniques aujourd'hui pour la planquer. Ok, la cuisine. Quelles sont les clés du bien-être dans une cuisine ? La cuisine, c'est comme l'entrée en pire, c'est très fonctionnel. En pire. Et à la fois, moi je trouve qu'il faut que ce soit hyper beau une cuisine. Il faut que ça soit hyper beau, c'est souvent la pièce la plus chère. Et oui. Parce que vous avez des sols, le carrelage ça va coûter cher, on va avoir de la pierre potentiellement sur le plan de travail, on va avoir une crédence, tous les meubles, tous les caissons, l'électroménager. Et oui. Terriblement cher l'électroménager. Ouais. C'est la pièce qui a le plus de mobilier en fait, d'éléments. Voilà, qui a plus besoin de réflexion et où on travaille le plus avec les clients parce que il y a des règles types, le triangle entre la plaque de cuisson, l'évier et le frigo. On le voit tous dans les je sais pas, les 10 codes de l'architecture. Ouais. Mais il y a des clients qui cuisinent, il y a des clients qui cuisinent pas, il y a des clients qui sont 2, il y en a qui ont 5 enfants. Donc c'est pareil, c'est des cuisines qui sont différentes à travailler et aménager, avec des choix de revêtements et en particulier sur les pierres ou les plans de travail qui sont très différents. Il y a aussi une question de coût. Est-ce qu'on part sur quelque chose qui est Ikea ou de ce type pour l'aménagement des caissons où on est en total sur mesure ? Et là, on n'a pas du tout les mêmes prix, entre guillemets. L'électroménager peut faire doubler, tripler le prix d'une cuisine. Il y a tous les prix. Et c'est très personnel. Alors, l'électroménager, Chacun ses choix, chacun ses goûts. Exactement, chacun son dieu de l'électroménager, je sais pas. Il y en a qui vont aimer les choses très modernes, il y en a qui vont aimer les choses un peu à l'ancienne, le frigo Smeg. C'est telle marque qu'il faut pour un lave-vaisselle parce que mes parents ont dit que c'était ça, ou c'est ça qu'il faut parce que j'avais ça. Enfin voilà, il y a des... On a tous nos petites lubies de cuisine. Exactement. L'électroménager. Après, il y a le petit électroménager qui est important à prendre en compte, le grille-pain, la bouilloire, la machine à café, qui sont des essentiels qu'on utilise tous les jours, qu'il faut à la fois avoir sous la main, mais pas trop visible. Et un peu planqué. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien dans les cuisines, alors je suis pas trop team minimaliste, donc je suis plutôt couleur et jeu de matière, et je trouve que ça permet d'atténuer le bazar. Oui. Je trouve que c'est beaucoup plus simple quand on a déjà de la motif et de la couleur. On voit un petit peu moins quand il y a quelque bazar que dans un intérieur blanc hyper épuré, c'est clair. Où là, il faut quand même maîtriser beaucoup plus le rangement et une chose qui est mal placée se voit tout de suite. T'as raison. Et c'est important de prendre en compte le fait s'il y a des enfants, pas des enfants. Enfin voilà.
Est-ce qu'on y mange? Est-ce qu'on y mange pas? Beaucoup de choses à prendre en compte. C'est peut-être elle la pièce la plus difficile C'est en fait, peut-être et pas l'entrée. elle. Ouais, c'est En possible. Ok, mais en effet, c'est important de s'y sentir bien, surtout que c'est la pièce préférée, tu sais, en général, la cuisine. Des Français? Ouais, je crois. Et c'est là où tout se passe, en fait. C'est là où on est tout le temps, où on se retrouve, donc c'est normal. Oui, ce qui est génial, c'est que je pense qu'on a beaucoup évolué sur les dernières années avec les cuisines et que les clients maintenant n'ont pas peur de mettre de la couleur, de mettre plein de couleurs, de mettre des matières et il la décore en fait, comme les autres pièces. Exactement. Comme les autres pièces. Ça, c'est vraiment une pièce à part entière qui s'ouvre plus ou moins sur le salon. On revient un petit peu aux cuisines complètement ouvertes. On est plutôt sur du semi-ouvert où on ferme, on peut cacher quand même quand on invite. Voilà. Les odeurs, la cuisine. Donc ça, c'est important. C'est vrai qu'on en revient un peu. Ouais. Mais en tout cas, on la traite comme une pièce qu'on décore à part entière. Et voilà, on choisit chaque matériau. Oui, c'est un peu une pièce œuvre d'art. Enfin, alors, dans les très grands appartements, c'est vraiment... Ah oui, ça peut être monumental. C'est monumental. Il l'utilise rarement, mais ça fait partie d'un joyau, quoi. Ouais. C'est juste pour faire beau. C'est pour faire beau. Cuisine d'apparat. Exactement. Ou pour le chef à domicile. Voilà. Et on a l'arrière-cuisine plus technique. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça c'est intéressant quand on a la place. Pour un bureau. Un bureau... Alors un bureau chez soi, hein, oui, un bureau chez soi. Ça, c'est une pièce qui est plutôt facile à traiter. Le principal élément, c'est le bureau. Hein, c'est pas... Ouais, mais pour s'y sentir bien, pour s'y sentir bien, moi, je trouve que c'est important d'y mettre justement... de faire comme une petite boîte un petit peu où on met des couleurs qui nous font du bien. C'est-à-dire que toutes les couleurs vont pas à tout le monde. Il y en a qui se sentent mieux dans le bleu, dans le vert ou dans le rouge. Ça, c'est souvent un exercice que je demande à mes clients en début de projet, en leur disant, je montre un échantillon, un nuancier de couleurs, et je leur dis, mais c'est quoi vos couleurs là préférées? Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous aimez pas? C'est vrai qu'on n'a pas tous le même... quand on dit vert, on ne dit pas toujours le même vert. On n'a pas tous la même vision de ce que c'est la couleur, et on parle souvent à des clients qui n'ont pas forcément une très grande connaissance du parme, du magenta, du vert amande. Donc c'est plus simple de parler avec les couleurs, et souvent... on va avoir une majorité de clients qui aiment le vert. C'est une couleur très douce. D'accord. Qui est apaisante. Ça revient souvent. Ça revient très souvent. Et pas juste à cause des tendances dont tu parlais? Non, pas juste à cause des tendances. Je sais qu'on avait discuté avec Ressources, le distributeur de peinture, et que il y a quelques années, il y a une dizaine, quinzaine d'années, la couleur tendance, c'était le bleu. Oui. Qui était demandé partout. Ouais. Qui était une couleur assez... alors, qui est une couleur froide, mais profonde, et qui a quelques connotations quand même fortes, mais qui est plutôt neutre. Et on est vraiment passé, on a basculé sur le vert, qui est leur couleur maintenant la plus demandée, donc avec toutes les teintes de vert possibles, mais c'est vraiment plutôt le vert qui est la couleur. C'est vrai qu'il y a eu une bascule du bleu au vert en quelques années, c'est fou. Mais à la fois, je pense qu'on peut se dire que les deux ont une connexion et un rapport en fait assez fort à des éléments de la nature, qui sont globalement, qui étaient la mer avant et qui vont être là plus le végétal. Tout à fait. On a envie de ramener un peu dans nos intérieurs et voilà les. Et après, c'est aussi des couleurs neutres, c'est-à-dire que quand on parle à un couple, le vert ne va ni choquer madame, ni choquer monsieur. On va dire « Oh non, surtout pas ». Voilà, c'est pas comme... Voilà, enfin, quoi que, peut-être certaines personnes, mais c'est rare. Mais non, c'est plus rare que quand on va aller proposer un bureau rose. Exactement. Voilà, on saura que c'est plutôt le bureau de madame, même s'il y a des hommes qui acceptent... j'espère bien. Qui acceptent le rose, et heureusement. Voilà, par exemple, le violet, moi, c'est une couleur que j'ai plus de mal à travailler, qui est pourtant très belle. J'ai vraiment très peu de clients qui vont me montrer tout de suite un violet ou un parme. Il y a des couleurs comme ça qui sont un peu mal aimées. Hein. Ouais. Le violet, l'orange. C'est vraiment les deux. Et pourtant, on sait pas où les mettre. Et pourtant, quand on a des clients qui aiment ces couleurs-là et qui nous poussent à les poser, ça fonctionne. Parce qu'on va pas les mettre avec seuls. toi, parce que tu le fais bien. Mais c'est vraiment les deux couleurs que tu mets rarement dans un intérieur quand même. C'est pas évident. C'est pas évident. Et typiquement, c'est la couleur dont tu pourrais te lasser, quoi. Oui. Rapidement. Plus rapidement, c'est possible. Mais donc, un bureau, si on prend pas de risque, mettons du vert. Ok. On met du vert. On met un motif qui peut attirer notre œil, qui peut nous donner de l'inspiration. On se trouve un bureau très ergonomique. Ça, c'est hyper important. Donc, un grand bureau par rapport à la pièce qu'on peut avoir, à la bonne hauteur, qui bouge pas, voilà. Et la chaise. Confortable. Et pratique. Pratique, oui. Ok. La chaise, oui, pardon. La chaise, c'est important. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dirais?
Est-ce qu'il faut acheter un fauteuil de bureau pas très beau, mais hyper confort et fait pour travailler, ou est-ce que tu prends une belle chaise design, pas faite pour ça, mais elle est trop belle? Alors, si c'est pour télétravailler 4 jours par semaine, on va quand même aller vers la chaise ergonomique. Bah ouais. Il y a des choses qui se font très bien dans les Silvera, Cassina, Roche-Beaubois. D'accord. Font des éditions de chaises très bien. Okay. Et sur des chaises moins chères en termes de budget, maintenant, vous avez Maison du Monde, Sclum, La Redoute. Ils ont tous une ligne de chaises bureau. Tout le monde fait du télétravail. Donc, vraiment, si vous télétravaillez, il faut aller sur ces chaises-là. Parce que sinon, vous allez trop mal au dos. Ouais, c'est ce que je suis en train de me faire, moi, de me flinguer le dos, globalement. Sinon, moi, j'aime bien la Bloom. Donc, c'est la boule. C'est une boule gonflable que tu mets pour... un ballon. Un ballon. Ouais. Qui est recouvert de tissu et d'une bande de cuir. Donc, c'est hyper joli. C'est Bloom, c'est la marque? Oui, tout à fait. C'est très design. C'est en toutes les couleurs. Et c'est très bon pour le dos et les abdominaux. Ben ouais, faut que je fasse ça. Parce que moi, j'ai une chaise Marcel Breuer, tu vois. C'est très beau, mais c'est pas confortable. Ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et après, faut que je change ça. Il faut penser à ton imprimante et oui, et à tout ton petit fatras, les prises, l'électronique, qu'on peut cacher quelque part dans un placard ou sous le bureau. Et à portée de main pour être bien au quotidien et que tout soit facile. C'est ça. Ok, on n'a pas fait la chambre. En termes de chambre, on a la chambre à soi, d'adulte, et puis on va parler chambre d'enfant aussi après. Pour les deux. Alors, chambre d'adulte, ce qui est drôle, c'est que la chambre, souvent, on va pouvoir aller... On est dans l'intime. Tout le monde ne monte pas sa chambre, au contraire. C'est un lieu plus cocoon. Souvent, c'est des petites pièces, surtout à Paris. Il y a le lit. Ça, c'est important et il faut... La pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse, avec la tête de lit. Non, mais pardon, je dis ça, mais c'est vrai qu'on peut la traiter comme la pièce maîtresse. Ah oui. En faisant une magnifique tête de lit. Tout à fait. Avec des draps très beaux. On peut jouer avec le linge de lit. Il y a des choses merveilleuses. Il y a plein de marques qui font des super choses. Souvent, c'est un peu féminin, quand même, les propositions qui sont faites. Oui. Donc, quand on a parce qu'en général... Alors, dans les un fleurs, couple hétérosexuel, ça va être beaucoup la femme qui choisit plutôt le linge de lit, je pense. C'est ça. Donc ils savent leur parler, femmes. Mais en tout cas, c'est un endroit où c'est assez drôle, mais là où les clients vont pas oser... dans le salon. Et dans la chambre, on arrive à les convaincre d'aller jouer un peu plus. Alors, la chambre et les toilettes. Clairement, les toilettes, on se peut fait plaisir. Ouais, c'est ça. Mais la chambre reste un endroit où on peut les pousser à aller mettre de la couleur. Sur la décoration. Oser. Exactement. On peut... j'ai vu un couple, la femme adore le parme. Donc, voilà, couleur... chic, pas facile. Évident, pas facile. Donc nous, on l'a pas décliné dans le salon. Mais on a réussi à le faire en total look dans la chambre. Génial. Et monsieur était OK, et il a dit OK, c'est la chambre, voilà, c'est pas trop visible. Et ça reste un lieu où on doit être bien, où on doit dormir. Voilà, donc c'est peut-être la pièce la plus importante en termes de bien-être. On doit se sentir bien. Ah oui. Oui, tu dois pouvoir faire tes nuits de sommeil. Bon, ton sommier et ton matelas vont plus jouer que sur la couleur. Oui, mais... quand même plus. Mais la couleur est très importante, je pense. Et là, tu peux jouer sur toutes les couleurs froides. Hein. Tous les bleus, tous les violets, ça marche très très bien dans une chambre. Bon, le vert, toujours, mais... Le rose. Le rose. D'accord. Et après, tu vas avoir une partie dressing dans la chambre, surtout les chambres parentales. Donc avec tout ce qui est aménagement. Mais voilà, ça, c'est des choses qui sont assez classiques, qui posent vraiment pas de... Entre guillemets, pas de problème. Voilà, c'est des choses habituelles. Et après, ce que nous, on aime bien proposer dans la chambre, et ça, c'est un vrai retour en tendance, c'est la moquette. Ah ouais. Super, la moquette dans une chambre. Et alors ça, en termes de bien-être, je pense que ça marque beaucoup de points. Oui, parce qu'en fait, la moquette, on marche pieds nus dans sa chambre, on se lève le matin pieds nus, on va se coucher pieds nus, c'est doux, on a une sensation de confort, on a une sensation de chaleur, on peut vraiment isoler sous la moquette, comme on les a fait un peu hôtel, vraiment très très moelleuse. Ça amène une matière supplémentaire, une couleur. Il y a plein de choses en moquette. Alors, je pense que ça a été relancé avec la moquette bouclette blanche. Carrément. Tout le monde voulait de la moquette. Voilà, ça reste encore un grand hit. Mais il y a plein de choses qui sont faites. La moquette à motif, la moquette à rayures. Et ce qui est fou, c'est que souvent, on a des réticences au départ. On explique que maintenant, voilà, les moquettes, c'est pas comme nos vieilles moquettes avec les acariens, etc. Non, déjà, ça se nettoie, une moquette. Déjà, il paraît que c'est complètement faux, cette histoire d'acariens. C'est faux, exactement. Ça se nettoie. Ça se shampouine, fait comme les tapis, et les rideaux.
Les gens sont surpris, mais on nettoie les rideaux et les tapis. Même si on le fait peu souvent. Peu souvent, il faudrait le faire 2 fois par an. 2 fois par an, mon Dieu. Ouais. Ok. Mais on se rend pas compte de ce qu'il y a qui s'accumule. Quand tu les enlèves pour les laver, t'es là, ah oui. Voilà. La moquette, ça se nettoie, mais ça se nettoie très bien. C'est super agréable et ça amène un super confort. Ouais, ça, je milite pour la moquette dans les chambres. Ouais, je comprends. Et si on dérive sur les chambres d'enfants, alors, les moquettes dans une chambre d'enfant, ok. Bah, c'est génial parce qu'un jouet qui tombe, le voisin l'entend pas. Moquette dans une chambre d'enfant, faut pas avoir peur donc. Tu sais, je pense qu'il y a des parents qui vont dire c'est salissant. Oui, si tu prends je suis une moquette d'accord. claire ou quoi. Alors moi, je parle en état de cause. Bon, en même temps, un tapis, ça salit comme une moquette. Non, mais puis la moquette, c'est pas là où l'enfant. La chambre, c'est pas là où l'enfant va manger. Non. Là où il y a un risque, c'est les feutres. Ouais, c'est ça. Il y a juste les feutres. Mais les feutres, ça se nettoie. Alors, les feutres lavables. Ouais. Ou alors, il y a des techniques avec, selon certains feutres, on peut avec du dissolvant. Ça part très bien. Ok. Et tout ce qui est moquette naturelle se nettoie mieux qu'une moquette synthétique. Ah oui. Donc, pareil. D'accord. On va sur la laine, on va... Alors, la soie, là, on est vraiment hors budget, je pense, sur une surtout chambre d'enfant. pour l'enfant. Mais voilà. Pas déconner. Non, mais une belle laine, pas de souci. D'accord. Donc, moquette 100% laine. Voilà. Et on y va à fond et ils seront hyper contents de jouer dessus. Ouais, c'est clair. Et même, parfois, moi, je remets un tapis sur la moquette. Ok. Voilà, parce qu'un petit tapis avec les petits circuits de voiture... Ah ouais. Et c'est pas gênant, enfin ça se fait beaucoup, tout ce qui est outre-Atlantique ou autrement, font ça. Enfin la moquette fait partie eux, de leur décor plus habituel que nous en France. Ouais. Et ils mettent régulièrement des tapis, voilà. Et autre proposition, le jonc de mer. C'est une très bonne... j'adore le jonc de mer. C'est super. J'adore ça moi. C'est une super alternative quand on n'a pas beaucoup de budget, qui fait un effet waouh. Alors faut en trouver un joli. Mais il y en a un peu partout quand même maintenant. Il y en a partout. Ouais. Grande distribution, Leroy Merlin, Castorama, vous avez... Il y en a des plus ou moins beaux, mais plus ou moins beaux, mais ça fonctionne. Si vous êtes sur Paris, on travaille avec Maison Bino qui a une super sélection de matières naturelles. Et du jonc de mer et du sisal. Sisal plus fragile, mais vous avez toutes les couleurs de déclinaison. Bino, B-I-N-E-A-U ? Exactement, tout à fait. Super. Et aussi ont une déclinaison de moquettes. Ok. Enfin, ils ont une sélection folle. Non, mais le jonc de mer, c'est trop beau. Le jonc de mer, c'est super. Et ça se met même dans les salles de bain. Ah ! Ouais, parce que ça aime bien l'humidité. Quoi ? Mais attends, tu sais que moi, je voulais mettre ça dans ma buanderie. Et mon archi m'a dit, non, imagine, dégâts des eaux, machine à laver. Ah bah, il faudra peut-être le changer si t'as un très gros dégât des eaux. Okay. Ça, c'est sûr. Mais comme si tu mettais un parquet. Par contre, c'est sur du carrelage. T'as moins de risques, ça c'est certain. En revanche, le jonc de mer dans une salle de bain, voilà, on s'en fout. Si ça fait pas, si les enfants font pas Titanic, c'est ça. ça sèche et il y a pas de problème. Ça aime bien l'humidité. Ok. Et si ça, vraiment, c'est hyper intéressant parce que dans une salle de bain, ça peut être canon. C'est canon, c'est moins froid que du carrelage et quand on a vraiment petit budget, c'est très intéressant. Pour recouvrir un sol moche. Exactement. En location, par exemple. Ouais. Un petit rouleau de jonc de mer. Pas de sisal. Sisal, ça aime pas l'eau. D'accord. Ça rétrécit. Ok, donc faut bien noter, on note la différence. Et voilà, je voulais te parler de salle de bain. Donc pour la salle de bain, le bien-être dans une salle de bain, là, très important. Parce que c'est comme la chambre, il faut être bien dans sa salle de bain. Oui, c'est là où on prend soin de soi, où on se prépare, où on se détend le soir avant d'aller se coucher. Et c'est souvent tout petit. Ouais. Sauf dans peut-être des belles maisons, mais souvent c'est pas très grand. Quelles sont les clés pour se sentir bien dans une salle de bain ? Ça va être déjà les choix de couleurs qui vont être faits. Les gens adorent le vert, mais attention, ça donne mauvaise mine. Ah oui, dans une salle de bain, et en fait, dans une salle de bain, c'est pas fou. Non, donc, en petite touche le vert, mais pas en total look, s'il vous plaît. Sinon, vous n'êtes pas très beau. Ouais. Et c'est important. C'est important pour se sentir bien. Pour être de bonne humeur le matin. Voilà. Après, la salle de bain, il y a un choix de carrelage monumental. Et, on peut s'amuser sur plein de choses, les calepinages. Ouais, faire des motifs. Ouais, franchement, c'est une pièce où on peut vraiment s'amuser. On peut oser le revêtement mural dans la salle de bain. Les comme vinyles. Des tissus. Ah oui, non, ok. peut-être pas tissu. Non, pas tissu, mais un vinyle, un papier peint type vinyle. Ah oui. Ça résiste à l'humidité. Un papier peint très costaud, quoi. Voilà, un papier costaud. Et ça change un petit peu si on a que des grandes dalles de carrelage très sobres, en se disant, voilà, je veux vraiment quelque chose d'un peu plus intemporel, ne pas m'enlacer. On peut jouer avec un revêtement mural avec motif, qui lui pourrait être changé. Ok. Donc là, ça peut... parce que, pareil, comme une cuisine, une salle de bain, c'est cher. Enfin... Tout à l'heure, quand tu as parlé de la cuisine, dans ma tête, c'était la cuisine et la salle de bain, c'est les deux pièces qui très vite chiffrent beaucoup. Exactement, parce que la robinetterie, voilà, pareil, la robinetterie a tous les prix.
ça monte très vite. La Mais, baignoire, la douche, le robinet de la baignoire, ouais. le receveur, voilà. Donc c'est des pièces qui sont importantes. C'est des pièces qu'il faut pas non plus négliger en termes de coût et qu'il faut savoir doser selon le type de rénovation que vous faites. Oui. Est-ce que c'est de la rénovation où c'est un studio pour une personne, ne va pas être de la même, doit pas être de la même qualité qu'une rénovation pour une maison avec 5 personnes qui vont utiliser intensivement la salle de bain, ou pire pour du locatif. Oui. Voilà. Il y a aussi cette notion-là, c'est-à-dire qu'on peut peut-être mettre un peu moins de budget si on sait que c'est un studio pour une personne très précautionneuse, ou voilà, que l'appartement un qui va usage être intensif. un usage intensif d'une famille. Et pas forcément soigneux. Pas forcément soigneux. Voilà, on évitera le noir si on ne sait pas enlever le calcaire. Voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Surtout à Paris. Ouais. Mais voilà, donc c'est plutôt un choix budgétaire qui va être fait dans la salle de bain, parce qu'il y a des choses magnifiques en robinetterie, mais ça va être plus des questions budgétaires. Si on a une lumière naturelle, ça c'est le Graal. Oui. C'est pas toujours le cas. Et l'éclairage est important du coup. L'éclairage est important. Là, on est plus sur un éclairage où il faut bien se voir, surtout pour se maquiller pour les femmes. Donc pas des couleurs trop chaudes. Malheureusement, il faut aller plus sur des blancs pour retrouver une lumière un peu plus naturelle et pas se maquiller de la mauvaise façon. On a donc et sortir écarlate. Exactement. Ou jaune ou orange de la salle de bain. Il y a tout ce qui va être les lumières par les miroirs cosmétiques. Voilà, c'est pas souvent très heureux, c'est pas souvent très joli. Oui. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de propositions intéressantes, mais voilà. Tu veux dire les miroirs rétroéclairés ? Voilà, les miroirs rétroéclairés. Hyper pratiques, parfait pour bien se voir. C'est pas très joli. Je préfère un beau miroir en rotin. On est d'accord. Voilà. Ouais. C'est pas très pratique. Et alors, en général, chez soi, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, si tu avais des grandes règles un peu pour se sentir bien chez soi ? Moi, je trouve que la règle importante, c'est que déjà, ça nous ressemble. C'est-à-dire qu'il faut que, quand on est chez soi, on se dise pas « je suis à l'hôtel » ou que ça soit trop aseptisé. Il faut qu'on puisse... moi, j'ai un exemple. On est chez soi, on a ramené un petit bibelot de voyage ou le dessin des enfants. Bah, il faut qu'il puisse être placé sans que ça soit incongru dans un univers trop architectural. Je pense que ça, on se sent bien parce qu'on a aussi ces souvenirs émotionnels. Oui, qui nous ramènent à des histoires, à des choses qu'on a vécues. Ça peut être sa guitare, des personnes qu'on aime. Une photo, etc. Si tout ça, on peut pas les placer dans son appartement parce que c'est trop décoré. Parce que c'est trop beau. Ou trop beau, ou trop minimaliste. On n'arrive pas à s'apprivoiser le lieu. Oui, tu as complètement raison. On n'est pas à l'hôtel, on n'est pas. Enfin voilà, c'est pas le même travail que quand on fait un concept store, un hôtel. Voilà, on doit intégrer l'humain. Facilement. Exactement. D'où le rangement aussi. C'est-à-dire que pour être bien chez soi, il faut quand même que les choses soient à peu près rangées, facile d'accessibilité, où mettre les chaussures, que tout ne traîne pas. Enfin voilà, ça fait partie aussi. Si tu vis dans un désordre constant parce que ton architecte n'a pas pensé à mettre des rangements, et ben tu te sens moins bien. Tu te sens moins bien, c'est sûr. Donc pour moi, c'est vraiment les deux clés. C'est ta personnalité et ranger. T'as raison. J'ai sorti il y a très peu de temps un épisode sur le home organizing. Oh, hyper intéressant. Et donc on parle de tout ça dedans, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a selon toi des do and don't à faire chez soi pour se sentir bien ? Tu vois vraiment les trucs à pas faire que tu peux voir parfois et tu te dis putain, ça c'est vraiment c'est le truc à pas faire quoi. Je dirais que c'est dur de mettre des do et des don'ts parce que des fois on revient en arrière. Hein. Je me vais écouter dans 5 ans, je vais me dire oh là là, j'aurais pas dû dire ça. Là où nous on met des gros don'ts, ça va être des choses qui sont vraiment trop marquées, qui pourraient dévaloriser le bien. Ah. C'est quand même intéressant de se dire qu'on peut personnaliser, qu'on peut faire plein de choix, mais qu'il y a quand même des choix qui vont aller trop loin. Je pense à un client qui nous a demandé de peindre les murs et le plafond en noir de son salon. Bon. Je trouve ça magnifique, moi. C'est très beau. Mais alors, ouais. Sûrement, lui, ça lui plaît, et dans ce cas, on l'accompagne. Ouais. Mais c'est quand même un vrai parti pris qui fait qu'un appartement, une 40aine de mètres carrés, où il est seul et qui va potentiellement avoir peut-être un ami, une petite amie, dans quelque temps, il va vouloir changer, il ne va pas facilement se revendre versus quand même un appartement blanc. C'est sûr. Voilà, donc il y a quand même des choix où il faut se dire, je fais un choix qui est personnel pour moi, juste mini warning de conseil, ça je ne plaît pas forcément à tout le monde. Ouais. Mais si lui, ça le fait se sentir bien chez lui, pas de souci, mais peut-être se dire qu'à la revente, petit coup de peinture sur les murs noirs. D'accord.
Ok, donc en don, Mais tu dirais... Vraiment les partis pris trop forts. Hmm. Mais après, voilà, ça peut être juste si on est bien avec ça et qu'on sait que plus tard, il faudra peut-être juste un petit peu repartir, ajuster. Ou alors, le parti pris fort, on le met, comme tu disais, dans la chambre ou dans les toilettes. Tout à fait. Ça passe pas dans le salon. Voilà, pas dans le salon. Ok. Le salon reste quand même... On est très classique quand même en France. Globalement, voilà, le papier peint à fleurs, mur, plafond, sol, peut-être pas non on plus. n'est pas chez les Anglais. On est moins... Voilà, Après, voilà, je parle d'un appartement à revendre facilement sur Paris. Oui, c'est ça, dans le cas de la revente. Exactement. Ouais. Voilà, ça dépend aussi du projet. Et après, en tout ce qui va être d'onde, ça va être tout ce qui va être prise mal placée, interrupteur vraiment pas jojo, radiateur, enfin voilà, tous ces éléments qui sont un peu techniques, qu'il faut vraiment pas oublier pendant la conception. Ouais, parce que ça va nous saouler au quotidien après. Exactement, et puis ça peut être très très moche. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment les dons de ne pas faire attention à ces détails-là, que ce soit en rénovation ou juste en petit déco. On choisit pas n'importe quel interrupteur, pas n'importe quel radiateur. C'est des gros budgets. Donc ça monte très vite. C'est vrai. Mais il y a des choses quand même sympas, plutôt que le premier prix blanc, bien plastique. Et on ne va voir que ça, brillant. Doux, en tout cas en doux, il faut que ça te ressemble, que tu sois bien dedans. Donc oui, si tu veux un mur noir, doux. Fais ton mur noir. Ok. Et moi, je suis pas trop minimaliste. Je trouve que c'est trop aseptisé. Donc c'est plutôt ne pas aller trop dedans. Ouais. Éviter l'intérieur où t'as... La boîte blanche. Ouais. Je préfère la boîte noire. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qui va faire que l'on se sent bien dans un lieu et qui se joue dans les plans que l'on va dessiner pour l'endroit, selon toi? La circulation des pièces, les dimensions, leur volume, est-ce que ça joue tout ça sur le bien-être au final? Oui, je pense. Oui, bien sûr. Tu vois, comment on circule dans un endroit. Je pense que... la fluidité, la fluidité entre les pièces, le fait d'avoir des couloirs trop longs, trop étroits, des portes qui peuvent rentrer l'une dans l'autre. S'il y a plusieurs personnes qui passent dans l'appartement. On se gêne en se croisant. Des placards où il faut ouvrir 2 portes avant d'accéder à un autre placard. Donc voilà, ça c'est sûr que ça joue sur le quotidien et le côté énervant de pas facile d'accès. Ma salle de bain est beaucoup trop loin, il faut que je marche des kilomètres avant d'y aller. Mon appart est trop grand. Oui. Ou alors c'est trop petit et justement on a mal pensé l'aménagement. Les interrupteurs, que l'interrupteur soit bien placé quand tu rentres dans la pièce, à droite, quand avec ta main, que tu le cherches pas, que ça soit cohérent, que la pique soit le bouton du haut et que la prise soit le bouton du bas. Enfin voilà, c'est des petites choses. Qui souvent peuvent être oubliées dans une rénovation. Et l'idée, c'est que quand tu te fais accompagner par normalement un expert, un architecte, c'est à eux de penser à ça pour toi. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de détails qui au quotidien, après, vont te rendre chèvre, en fait. Le spot qui est mal placé ou qui est oublié et tu vois pas l'intérieur de ton dressing, c'est hyper frustrant. Tous les matins, tu choisis dans le noir. Voilà. Avec la frontale. C'est ça. Ou alors, au contraire, s'ils sont bien pensés, ça facilite tellement la vie et t'es tellement bien chez toi au quotidien, quoi. Ouais, tu t'en rends pas compte et tu te dis c'est super. Ouais, c'est ça, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends compte si tu l'as pas. Oui, c'est souvent ça. Et quand tu fais la rénovation suivante, c'est la première chose que tu demandes. Ouais. Quels sont pour toi les autres éléments qui ont un impact fort sur le bien-être en décoration? On peut parler des couleurs. Donc oui, la couleur fait partie du bien-être. Ça, on en a voit parlé dans les études, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. C'est quelque chose qui va jouer sur nos émotions. Aujourd'hui, c'est assez intéressant, la psychologie des couleurs. Oui, c'est très intéressant. En Europe, on a quand même beaucoup perdu la couleur. Il y a pas mal de théories sur même les objets de design, les voitures. Oui, tout c'est globalement assez blanchisé, quoi. Blanchisé, on met du gris parce qu'on sait qu'on va pas faire de faute de goût. Le beige taupe, c'était une complètement tendance. On sait qu'on va pas se tromper si on met du beige taupe. On le voit dans les d'un point de vue vestimentaire aussi. On sait qu'on prend moins de risques en mettant du blanc et du noir, qu'on passera plus inaperçu. Mais ce qui est drôle, c'est que si on va dans d'autres pays... En plus, je regarde comment on est habillé. Moi, je suis en beige blanc en haut bleu marine. Et toi en bleu marine. Oui, mais c'est normal. Enfin, c'est l'environnement qui fait ça et qui a aussi valorisé
le fait qu'un intérieur blanc, épuré, ça soit chic, un marbre blanc, voilà. Enfin, c'est des choses qui résonnent aussi au quotidien, qui nous influencent. Mais si tu vas dans d'autres pays, alors même en Angleterre, bon, c'est très fleuri, ils assument beaucoup plus la couleur, et on le voit même dans leurs vêtements. C'est quelque chose qui est plus valorisé que nous, qui n'est pas justement dévalorisé. Et la tendance anglaise arrive énormément très fort en France. Tout à fait. Et outre-Atlantique aussi, où ils aiment aussi les motifs très forts. Et si tu vas dans tout ce qui est en Asie, en Inde, en Chine, la couleur est bien vue. Voilà, ils vont oser le rouge, qui est une couleur importante pour eux dans leur culture. Ils vont oser des couleurs fortes, des motifs très importants. Ils s'habillent... en Inde, tu mets pas de blanc. Le blanc, c'est une couleur de la mort. C'est quelque chose qui n'apporte pas. Voilà. Et tu te retrouves dans des pièces couvertes de fleurs rouges et roses, avec des rideaux fuchsia. Ça n'a pas forcément notre goût à nous, mais en tout cas, eux ressentent plus de couleurs que ce que nous, on met dans nos intérieurs. D'accord. Et je pense que c'est juste la peur de se tromper, souvent. Quelqu'un dit, je vais m'enlacer, ou est-ce que je choisis la bonne couleur ? Pourquoi on est si frileux, selon toi ? Parce que je pense que notre intérieur, c'est notre bien-être, mais c'est aussi une représentation de nous. Souvent, quand on monte notre appartement, on montre une part de nous, de notre réussite, de nos goûts, de ce que ça représente, de notre... statut social, et un peu comme on s'habille aussi. Et donc, c'est vrai que je pense que les gens sont un peu frileux en se disant je veux pas me tromper. Par peur du regard des autres. Oui, et de se dire j'ai fait une faute de goût. Et une faute de goût qui a un certain coût, parce qu'une rénovation, on n'en fait pas tous les jours. Si on parle d'une cuisine, on parle de montants très élevés. Donc, voilà, peut-être prendre moins de risques à aller mettre une chaise très colorée. Bon, peut-être un peu plutôt que des façades. Plutôt que des façades Bordeaux. Donc je pense que ça joue là-dessus, sur ce côté représentation, et même on l'a vu en émission de décoration qui était très populaire à Déco, voilà, où il y avait beaucoup de couleurs criardes. Elle a été quand même très décriée, cette émission, et c'était un petit peu ça n'a pas aidé. Et à l'inverse, on avait des émissions qui, pour la revente, valorisaient le fait de tout remettre à blanc, de dépersonnaliser, ce qui est vrai. C'est des règles qui sont vraies pour la vente. Le homestaging. Le homestaging, on met en blanc, on enlève les murs noirs, on enlève les photos, les dessins des enfants. Mais c'est pour de la vente, c'est pas pour vivre. En fait, on met là quelque chose qui va plaire au plus grand nombre. Exactement. Donc du beige. C'est ça, le mur taupe. Non, du blanc, voilà. Mais ça ne veut pas forcément dire bien-être. Bien-être, c'est aussi là où on se ressent, et de dans quelle émotion on est, dans quelle ambiance on a envie d'être. Il y a des gens qui aussi disent qu'ils sont plus apaisés dans des couleurs neutres, dans des blancs, qui ont besoin d'un espace plus minimaliste, où justement il n'y aura pas de distraction. Tu vois, il y a des gens qui sont comme ça aussi. Donc c'est aussi écouter le client pour savoir comment lui se ressent bien. Moi, je me ressens bien avec les photos de mes enfants partout. Il y a des gens qui ont besoin de se ressentir bien avec un mur blanc, apaisant, qui va permettre de les laisser reposer leur cerveau. Moi, je suis un peu comme ça. Voilà. Mais alors, ça veut pas dire que je mettrai pas des photos partout. Moi, c'est un peu comme toi, il y a pas mal de déco, mais j'aime bien les murs blancs. Et voilà. Et après, la question, c'est... on travaille un mur blanc. Comme je disais, il y a plein de blancs. Exactement. On ne va pas sur du blanc pur, ça c'est interdit. On ne choisit pas un blanc au pif. Non, attention. C'est très dur les blancs. Les blancs dépendent des couleurs qui sont à côté, qui doivent se répondre. De la lumière de l'appartement, de son exposition. Tous les blancs ne se reflètent pas de la même façon. On ne met pas le même blanc au mur qu'au plafond, pour avoir les effets aussi d'optique, d'agrandissement. Alors au plafond, tu mets plutôt quoi ? Je mets souvent plus clair, plus pur que sur les murs, pour donner de la hauteur. Et parce que ça reflète un peu aussi les murs. Ouais. Et puis ça te donne une impression que c'est un peu plus haut. D'accord. Et après, tu peux jouer l'effet inverse. Tu peux jouer un plafond de couleur. Donc ça, c'est un parti pris plus fort. Mais dans une entrée, dans une chambre où on invite à quelque chose un peu plus cocooning, où tu rentres, ça joue bien le jeu de l'effet boîte. Pareil, les salles de bain, les WC, faut pas hésiter à peindre les murs en couleur, si vous voulez peindre, de peindre le plafond aussi. Mais ça se fait beaucoup maintenant. Parce qu'en fait, cette distinction du plafond blanc versus les murs de couleur n'est pas très jolie à l'œil. Et en fait, fait une rupture. Alors que ces pièces qui sont petites et hautes, on a plutôt envie d'être dans un esprit confortable. Ouais, un peu plus enveloppant. Exactement. Ok. Après les couleurs, il y a aussi tout ce qui est les matières et matériaux qui peuvent aller dans un appartement. Les bois,
Déjà, le bois, on n'a pas encore beaucoup parlé, mais c'est une matière qui est chaleureuse, qui est chaude. Il y a plein de teintes de bois et qui amène, un peu comme le verre, quelque chose d'un peu terreux, qui amène quelque chose de naturel. Et ça nous fait du bien aussi, surtout dans les villes. On a besoin de retrouver des choses plus naturelles. Ça peut être des pierres, donc ça c'est minéral, donc ça c'est plus froid. Ça peut contrebalancer des couleurs chaudes, ça peut contrebalancer un bois. Ça amène aussi une matière différente. Et on a tout ce qui est textile et revêtements muraux. Donc, je dis revêtements muraux parce qu'aujourd'hui, les fournisseurs de papier peint n'aiment plus dire papier peint parce que c'est un peu ringard. Ah oui. Ils aiment bien dire revêtements muraux. Ouais. Alors, parce que ça dépend, il y a des tissus notamment voilà, qu'on peut mettre tu au peux mur. mettre des tissus au mur. Qui ne sont pas des papiers peints. Non, tu peux mettre du vinyle, tu peux mettre du tissu qui est sur papier, donc qui se pose comme du papier peint. Tu as aussi tout ce qui est, et ça c'est très tendance, les faux unis, donc tout ce qui est matière naturelle. Et oui. Donc des soies, des papiers japonais. Papier japonais, ça revient fortement à la mode. Donc il peut être blanc, mais avec des petits reflets, des petites nuances, et donc apporter juste une matière plus que juste de l'enduit et de la peinture qui est plus droite, plus lisse. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, et ça peut vraiment changer l'ambiance d'une pièce sans clair. Amener de la couleur. Ouais. Pour quelqu'un qui n'aime pas ça. Oui, parce que tu peux avoir quelque chose de très neutre, de bien beige, sûr. typiquement. Travailler que sur des beiges et des très blancs. Clair, très clair. Comme un tissu bariolé. Tu mets ce que tu veux. Oui, bien sûr. Et après, dans les tissus, ce qui est sympa, c'est de mixer les couleurs, les motifs. Et des grands motifs avec des petits, des rayures avec des fleurs, et de jouer sur les coussins. Les coussins, ça, c'est une chose facile. Mais surtout que le coussin, ça crie confort, tu vois. Bien sûr. Un canapé ultra froid sans coussin, tu t'y mets pas. Non, après, tu peux jouer sur la farandole de coussins. Alors, il y en a qui changent même entre l'été et l'hiver pour jouer sur les saisons. Mais en tout cas, tu vas pouvoir jouer sur... plus facilement les changer tous les 2-3 ans. Un coussin, c'est pas très cher. Il y a plein de motifs. Il y a plein de choses qui se font. Donc ça, c'est assez sympa. Et tu peux la sortir à tes rideaux. Tu peux faire le lien avec la peinture de l'entrée sans amener de couleur de plus dans ton salon. C'est une petite touche, exactement. Ouais, exactement. Mais c'est vraiment, je pense, the objet. L'objet c'est l'objet qui veut dire confort, tu vois. Et bien-être. Avec le plaid qui va avec. Le plaid, exactement, t'as raison. On peut remettre sur le canapé. sur soi quand on regarde la télévision. Il faut des coussins et un plaid sur le canapé. C'est une règle obligatoire, non ? Oui, ça, c'est la règle obligatoire. Et la deuxième règle, c'est les tapis. Mais merci. Il faut des tapis. Ah ouais, je suis d'accord. Il faut un tapis pour délimiter votre salon. Ça me fait plaisir. J'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps qui n'est pas le mien. Et c'est un conseil que j'ai donné pour le salon pour délimiter la zone salon. Ah oui. Et il faut que un salon sans tapis n'appuie pas les meubles. Ça ne met pas en valeur la table basse. C'est hyper important. Ah ouais. Et je milite pour les tapis dans les salles à manger. Oui, bien sûr. Parce que pareil, ça crée la zone. Bien sûr. Ça met en avant la table. En plus, parquet sur table en bois. Bien sûr. Ça marche pas. On est d'accord. Et ok, il peut y avoir des taches, mais c'est comme la moquette, ça se nettoie. Ouais, faut prendre un tapis. Moi, j'ai pris le tapis en jaune, pas Sisal, mais en jaune de mer. Ikea, c'est parfait. J'ai un bébé, donc... Et si vraiment vous avez très peur des taches, les tapis d'extérieur. Oui, il y en a des hyper beaux. Il y en a des magnifiques que t'es là, limite, quoi, ça va sur une terrasse, pas du tout, il est trop beau. Exactement. Tu le mets dans ta salle à manger. Salle à manger. Et en plus, quand vous recevez, ça régule un petit peu le bruit des chaises et du son par rapport à vos voisins. Et par rapport même à l'ambiance de la pièce. Exactement. Mais c'est vrai que pour les voisins, c'est pas mal. Mais c'est vrai que quand t'as pas de tapis dans une pièce, ça résonne plus que quand t'as un tapis qui déjà... Oui, et donc ça change aussi l'ambiance... Sonore. Ouais. Quand tu as une pièce c'est important, vide, je pense. Ah bah oui, parce qu'en fait, quand tu visites un appartement vide, ça fait froid, tu entends ton écho. Ouais. Tu mets des tapis, tu mets des meubles, t'as tout de suite plus du tout le même son. Alors, je suis pas spécialiste du son. Moi, j'imagine plus. Là, on enregistre ici parce qu'il y a une moquette au sol. Tu m'as montré cette pièce, j'ai fait OK, c'est là. Il y a un plafond un peu bas, il y a plein de coussins, une banquette recouverte de tissu. Voilà. Une moquette au sol, j'ai fait OK, c'est bon, parfait. En fait, ça sera bien. Exactement. Ça reprend tout l'univers de ton son et t'es beaucoup mieux à discuter à 2-3 personnes dans ton salon dans cette ambiance-là. Tu te sens mieux et ça compte. Et évidemment, l'aspect esthétique. Donc, mettez des tapis. Tapis partout. Tapis de couloir, c'est super aussi. Ah ouais. Les enfants qui courent dans les couloirs, c'est parfait. Non, les tapis, c'est parfait. J'en mets juste pas dans les cuisines. C'est quoi tes bonnes adresses tapis ? Mes bonnes adresses tapis, alors moi, j'adore travailler avec Tout le monde Bochart. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est trop beau. Ils ont une super collection avec toutes les couleurs.
Franchement, on arrive toujours à trouver un tapis qui fonctionne avec nos univers. Ok. Je pense qu'on les source dans beaucoup de nos projets. Ok. Ils ont une super équipe de designers, donc super qualité par rapport au prix. Voilà. Après, vous pouvez aller sur des marques plus grand market, c'est toujours les mêmes, mais La Redoute, Maison du Monde, Ruggable, Benuta. Ruggable, ouais, c'est sympa. Ouais, Ruggable, Okay. c'est sympa, Benuta aussi. Ouais. Là, vous avez du petit prix. Donc voilà, donc c'est pas forcément du tu fait main, c'est pas forcément de la laine, mais ça permet d'amener une ambiance très sympa à un prix plus... Ouais, hyper raisonnable. Hyper raisonnable, voilà. Pas prendre des tapis trop petits. Mais oui, il vaut mieux qu'ils soient un peu trop grands qu'un peu trop petits. Voilà, il faut qu'ils rentrent dans la pièce. Souvent, mais souvent, en effet, t'as un tapis qui est à peine assez. T'es là, il fallait rajouter 30 cm. Exactement, ça c'est embêtant. Et n'hésitez faut pas à mettre... Faut que ça dépasse. Faut que ça dépasse des canapés, faut que ça dépasse de la table, faut que ça dépasse du lit, de chaque côté du lit. Ouais. Ça, on adore aussi, c'est très sympa. Donc, prendre un peu plus grand. Alors, est-ce que tu peux nous parler peut-être de quelques projets d'appartements que vous avez réalisés avec Maison Kika, dans lesquels on ressent, selon toi, particulièrement cette notion de bien-être? Est-ce que tu peux nous les décrire? Et moi, je partagerai les photos sur le site du podcast et sur Instagram pour qu'on puisse bien les visualiser. Oui, on va en prendre un qu'on a terminé là assez récemment, qui me tient bien à cœur. C'est un appartement de 70 mètres carrés, situé à Agnières. C'est chez qui? Parce que je les connais. Donc Louis et Julie. Ok, je vois, parce que vous m'en avez montré plusieurs. Voilà. Trop beau. Hyper mignon. Magnifique. Donc une jolie famille, un joli couple qui a une petite fille et qui aura un deuxième enfant. D'accord. Et oui, donc, il y a une chambre de petite fille dans le projet, en effet. Il y a une en chambre effet. de petite fille et j'adore faire les chambres d'enfants, donc c'est génial. Un appart. Donc on les accompagne pour la deuxième fois. C'est le deuxième projet qu'on fait avec eux. Donc c'est super d'avoir cette récurrence et des clients qui nous font confiance. Et donc on a cherché pour eux cet appartement. Donc ils revenaient en région parisienne. Donc il fallait leur trouver un appartement avec la contrainte de pouvoir faire 2 chambres et demie. Ouais. Ça parle aux Parisiens. Les 2 chambres et demie. Donc 2 vraies chambres et une petite chambre d'appoint, un bureau. Donc il y a eu qui peut se transformer en chambre de bébé. Voilà, qui va pouvoir se transformer dans les prochains mois en chambre des bébés. Donc on est ravis pour eux. Et en fait, l'idée, c'était de travailler la couleur. Un esprit assez parisien, mais pimpé au violet et au parme, qui était la couleur préférée de la cliente. De jouer des espaces assez forts. Donc, tu as une entrée tout en kaki avec des papiers peints assez graphiques. Voilà, et tu rentres dans un salon qui garde ses couleurs kaki et bleu. On a travaillé le salon sur une pièce ouverte avec une cuisine ouverte où il y a des jeux de bois et d'une cuisine un peu bleue, ce qui n'est pas commun. C'est hyper beau, mais le bois et le bleu se répondent super bien. Oui, et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est un bois... Enfin, ce qui est drôle, c'est que c'est du bleu laqué, un peu brillant. Donc, on pourrait dire que c'est un peu dépassé. Et en fait, ça marche très bien avec... Ah oui, c'est comme une crédence, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, t'as le bois qui est plus brut et qui fonctionne bien avec ce bleu. Et dessus, c'est du travertin pour la cuisine. Donc, pareil, quelque chose qui est assez sympa. Le plan de travail. Ouais, le plan de travail en travertin. Et on a mis un panoramique dans le fond de la cuisine. Trop beau, comme un tableau. Mais une fresque, en fait, c'est quoi? En fait, c'est une fresque. C'est un papier peint. C'est un papier peint, d'accord. Panoramique fresque. Et nous, on l'a mis dans un encadrement en simèse. Et en fait, ça fait un point focal dans la cuisine. Et ça transforme la cuisine. Et ça fait partie de la pièce de réception. On a aussi pas mal joué sur les sols. Donc, il y a un effet de carrelage qui reprend ces couleurs, le bleu, le vert et un petit peu cette touche bordeaux, qui est dans un esprit carreau de ciment, qui n'est pas un carreau de ciment parce qu'on n'avait pas le budget et techniquement, c'est très épais. Par rapport à la structure de l'immeuble, ça aurait été trop lourd. Il fallait du fin. Du grès cérame. C'est du grès cérame, qui est facile d'entretien en plus. Bah oui. Ça marche bien. Pour une salle de bain. C'est bien pour la salle de bain. Il y en a dans la salle de bain et dans une autre pièce, non? Et dans la cuisine. Okay. En fait, tu as un tapis de la cuisine et c'est la seule fois où j'ai pas mis de tapis dans la salle à manger. Parce que tu as fait un tapis de carreaux. Exactement. Et la salle de bain était une pièce assez complexe parce qu'elle était toute en longueur, assez laide. C'était vraiment pas beau. Et tout est parti des fenêtres et du carrelage. En fait, on a fait un gros travail sur les vitraux de la salle de bain. Donc, on a travaillé avec un artisan qui s'appelle Fanny Glass, qu'on adore travailler avec eux. Et on a dessiné sur mesure les vitraux des fenêtres. Donc, c'est pas du vrai vitrail, c'est de l'effet vitrail sur double vitrage.
D'accord. Et donc c'est sur le verre alors oui, en ou fait, c'est comme un sticker? alors c'est pas un sticker, c'est le verre en lui-même D'accord. qui est émaillé, cuit en cuisson et tu peux peindre dessus. Par-dessus, ils vont faire de l'étain, comme sur un vitrail. C'est juste qu'ils réunissent pas les plaques de verre entre elles. D'accord. Et on le pose sur du double vitrage. Ok, trop bien. Donc c'est super. Vous en faites souvent des vitraux, non? Oui. Dans les projets? Oui, parce qu'en fait, dès que tu es sur une cour pas très jojo, Et ouais. C'est une bonne solution. Ouais, c'est une bonne solution qui amène un point, qui amène un peu de couleur, qui amène une lumière différente. Et puis un point de regard, c'est beau. Exactement. Donc tu as envie de le voir, de le regarder plutôt qu'un vieux film pour faire un filtre, tu vois. Oui, ou alors un petit rideau un peu mamie. Ouais. C'est toujours compliqué dans ces endroits. Souvent, c'est dans les entrées qu'on a ces fenêtres sur vieille cour. Là, c'était dans la salle de bain, et donc on a travaillé les vitraux et le carrelage avec un calpinage, avec des carreaux qui se rentrent les uns dans les autres. Et on a là un parti pris quand même d'avoir beaucoup de couleurs, du bleu, du bordeaux et du nude, mais ça fonctionne bien. C'est hyper beau. C'est super. Moi, je trouve ça canon. Il y a beaucoup bien de dedans. motifs, mais c'est la juste dose à la fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs et de motifs, mais c'est magnifiquement dosé. Et c'est hyper beau. Et donc 60 mètres carrés. 70 mètres carrés. Okay. Ouais, et donc tu as 2 chambres et une petite chambre d'appoint. La grande chambre parentale, on a joué vraiment sur le côté cocooning, avec un plafond bleu, un dressing parme, donc très sympa aussi. Plafond bleu avec mur blanc. Avec mur blanc. Très sympa ça, dans une chambre. Oui, parce qu'en fait, ça te baisse un petit peu ton plafond. Et oui. Dans le lit, t'es assez bas. Donc ça t'a fait cet effet boîte et ça fait un peu cet effet ciel. Ah bah oui, tu rêves, t'es dans les nuages. C'est magnifique. Donc c'est assez sympa et pour pas grand-chose, entre guillemets, en coup. Un coup de peinture au plafond. Ouais. Et on a travaillé beaucoup la chambre de la petite fille, où là on s'est amusé à faire des cimaises arrondies, pas mal de rangements avec tous ces arcs et un très joli papier peint, des petits papillons, de chez Pierre Fray. Et que vous avez mis dans 2 endroits, je crois, avec des cimaises autour. Voilà, avec des cimaises arrondies, exactement, comme des tableaux. C'est trop beau. Et en fait, ce qui marche bien, c'est que déjà ça fait pas tout le mur, c'est moins fort, ça fait comme un tableau. Et d'un point de vue budget, ça réduit aussi complètement le Alors, coût. oui, si c'est un très beau papier peint, c'est vrai. Oui. T'as le prix Simaise à ajouter, mais c'est moins cher qu'un très beau papier peint. Exactement. Et on a travaillé l'idée d'un baldaquin, tu vois, au-dessus du lit, avec des petits rideaux. D'un côté le lit, de l'autre côté ça fait comme une petite cabane. Trop sympa. Donc voilà, un joli projet. Et oui, un peu dans les tons roses. Un peu de rose, du parme, alors il y a un petit peu de vert qui fait le lien en fait entre les différentes pièces. T'as un kaki dans l'entrée qui devient un vert amande dans la chambre de la petite fille. Dans le bureau on a traité avec des verts et des bleus turquoise en rayures. Et dans le salon tu as le vert avec le lien avec le bleu de la cuisine. Trop sympa. Tu as ton fil conducteur qui est facile, qui est le vert, et après tu déclines tes couleurs autour. C'est vrai que quand on parle bien-être, on a parlé des couleurs, des matières, enfin tout ce qui se voit, qui est très sympa. Mais il y a aussi une notion énergétique et de bien-être dans l'appartement. Ouais, j'ai préparé des questions sur ça. On va en parler après. Mais alors dis-nous pour eux ce qui a été mis en place. Pour eux, ce qui a été mis en place, alors il y a eu un choix qui a été fait de ne pas isoler les murs et le sol, parce que ancien et que on était qu'au 2e étage, on n'était pas sur Mirpignon. Enfin voilà, il y a des choix qu'on fait aussi vraiment avec une réflexion sur le bien, parquet ancien qu'on souhaitait conserver. Il y a des choix qui doivent être faits. En revanche, on a changé les fenêtres en double vitrage. On a changé le mode de chauffage, qui était une vieille chaudière à gaz qui n'était pas performante. On a remplacé par du chauffage électrique pour un choix pour faciliter. Voilà, et en gain de place aussi. Enlever les tuyaux, enfin voilà, c'est aussi plus joli, et qui peut être pilotable à distance, qui leur permettait aussi de gérer la notion énergétique. Et on a ajouté une climatisation réversible, donc c'est une PAC OR qui permet d'être bien en été. PAC, pompe à chaleur, je précise. Oui, pompe à chaleur, OR, pour avoir du frais l'été et si vraiment besoin en complément du chauffage, du chaud, et sachant qu'une PAC, donc une pompe à chaleur, est aussi très bien notée d'un point de vue énergétique de DPE. Oui, c'est souvent conseillé. C'est conseillé pour revaloriser l'appartement. Et dans les pièces carrelées, donc salle de bain et WC, on est sur, comme là on a changé les sols. On a fait du chauffage au sol électrique. D'accord, qui doit être très agréable. Très agréable, très bonne inertie. Et dans ces pièces où on est aussi pieds nus, c'est pas mal. Ça avait tout son sens. Voilà. Et alors, peut-être un deuxième projet un peu différent? Oui, alors on va partir sur vraiment quelque chose de très différent. Là, on est sur un pied-à-terre à Paris.
Ah oui, pas un appartement où quelqu'un vit de façon permanente. Non, alors par contre, il fait quand même 250 mètres carrés, donc on n'est pas sur oui. la même Là, la on même est vie. sur du haut de gamme. Voilà, là on est plutôt sur du haut de gamme. On est sur un client américain qui souhaitait vraiment un petit cocon. Petit pied-à-terre. Non. Un beau pied-à-terre parisien. Mais un cocon. D'accord. Donc dans 250 mètres carrés, vous avez 2 chambres. Ah, mais c'est drôle. C'est Ces drôle. appartements immenses où, en effet, tu sais, ça me fait penser à dans l'agence, par exemple, où t'as que des biens comme ça, hyper grands, et t'as un truc 500 mètres carrés, 3 chambres. T'es là, ah bon. Voilà, c'est pas les mêmes notions. Mais non, et puis c'est des aménagements très différents. Exactement. Tu as des pièces de vie immenses, des doubles, voire triples salons de réception. Enfin, c'est des appartements qui sont conçus et pour faire de la réception, en C'est effet, ça, qui ouais. sont des appartements aussi de un peu trophées, qui vont montrer comme un trophée de j'ai acheté ça en France à Paris. Ouais. C'est des appartements où les chambres sont traitées comme des suites d'hôtels. Oui. C'est des clients qui ont l'habitude de descendre à l'hôtel, mais qui finalement n'ont plus envie d'aller à l'hôtel, mais qui veulent la même qualité. Donc des très grandes chambres, des grandes salles de bain, des grands dressings. D'accord. Et c'est aussi une clientèle internationale qui, chez eux, dans leur appartement principal, ont des très grands volumes. Ouais. Donc, typiquement, s'ils sont américains, c'est pas du tout les mêmes surfaces. Exactement. Ouais. Voilà, on peut pas leur proposer une chambre de 15 mètres carrés. De 9 ou 15 mètres carrés à Paris avec un lit de 160. Ouais. Voilà, ça ne leur parle pas. D'accord. Ce n'est pas dans leurs critères. Oui, donc en fait, finalement, t'as 80 mètres carrés pris juste pour la chambre et la salle de bain. Oui, c'est ça, exactement. C'est totalement ça. T'as une pièce de vie qui fait à peu près 70 mètres carrés. On parle de galerie d'entrée parce qu'elle a fait 40 mètres carrés. Oui, donc tu arrives très vite aux 300 mètres carrés. Voilà, c'est ça. Avec 3 chambres ou 2. Voilà, exactement. Alors donc cet appartement qui est magnifique, je suis sur les photos là, c'est trop beau. Donc c'est chez Charlotte, c'est ça? Exactement. Sur votre site. Oui. Donc là, on est avenue Kléber, on est vraiment quasiment à l'Étoile, donc quartier très prisé avec de très beaux immeubles haussmanniens, très belle hauteur sous plafond. Des belles moulures d'époque. Et l'idée, c'est de garder cette idée de réception, donc galerie d'entrée vraiment majestueuse. On a travaillé, on l'a subdivisé, parce que 40 mètres carrés d'entrée, on la travaille en plusieurs espaces, avec des dressings, des effets de vitraux de chaque côté où la lumière rentre. Oui, que vous avez ajouté, c'est hyper joli. Voilà, parce que pareil, ça donnait sur des cours. Et sûrement, alors je n'ai pas l'historique d'appartement, mais à l'époque, souvent, il y avait quand même des vitraux dans ces cours parisiennes qui ont souvent été enlevés ou abîmés pendant les différentes guerres et qui étaient des vitrages de 4 mm. Donc souvent ça a été vite enlevé. Et nous on les refait entre guillemets avec notre pâte et on a fait un petit clin d'œil dans l'entrée. On a travaillé le sol avec une mosaïque qui s'appelle Célia qui nous a fait une super mosaïque centrale comme si on arrivait dans un hall d'hôtel et autour on a fait le parquet qui un parquet en étoile, voilà. C'est ça, qui part du rond, parce que la mosaïque est en cercle. Ouais. Il y a le parquet qui part de ce rond, comme ça, avec un dessin magnifique. Un dessin en étoile qui a été fait donc, dans les ateliers en Italie. Et donc, t'arrives et tu le poses comme un puzzle. Enfin, voilà, donc c'est... c'est magnifique. Et c'est très beau et ça donne toute l'ambiance de l'appartement pour ensuite rentrer dans les pièces de réception. Oui, ça annonce la couleur tout de suite. Oui. On disait tout à l'heure, l'entrée, c'est la première impression. Il faut qu'elle soit marquante. Voilà, là, c'est vraiment waouh. Tu sais que tu arrives dans un bel endroit. Dans un bel endroit. Et après, sur les tonalités de l'appartement, l'idée était de travailler vraiment dans des tons... alors là, vraiment des bleus. Oui, des bleus. Oui, une déclinaison de bleu profonde qui est assez intemporelle, qui peut être décliné de plein de façons, très chic, et qu'on a lié au blanc et au noir. C'est très joli. Il y avait 2 références pour la cliente, c'était André Putman et Coco Chanel, très fan de mode. Et donc l'idée, c'était de garder un peu cet univers très noir et blanc, très graphique, et y associer un petit peu de bleu pour amener quand même une touche moins froide. J'adore, moi, de traiter les portes comme ça foncées, les murs blancs, mais peut-être, tu sais, les moulures et les plaintes noires ou bleues très foncées. Exactement. Là, elles sont noires ou elles sont bleues? Elles sont noires. Là, on a fait toutes les plaintes noires et les portes noires. Magnifique. Et que ça soit dans cet appartement qui est grand, mais comme dans un petit, ça marche tout de suite. C'est hyper beau. Ça fonctionne tout de suite, ça te fait une ligne, en fait. C'est trop beau. Et ça marque... Alors si en plus t'as des moulures, des portes haussmanniennes, enfin des portes, des belles portes anciennes et tout, c'est magnifique, moulurées.
Donc là, on a gardé les belles portes anciennes avec les serrures d'époque. Enfin voilà, il y a des beaux éléments. Oui, qui sont dorés, avec les poignées dorées, les plaques et tout. C'est sublime. Et il y a beaucoup de tissus, de revêtements muraux, de papier peint. Oui, finalement, il y en a pas mal. Il y a des jeux... Il y a des jeux de rayures noires et bleues dans le salon. On a un jeu avec un papier peint très nacré dans la salle à manger qu'on voit à peine mais qui reflète la lumière. Dans la cuisine, on a joué sur un papier peint qui se veut un peu plus... avec un effet comme un tissu un peu primitif qui fait le lien entre le bleu de l'appartement et le rouge de cette cheminée monumentale qui était au départ le bureau. Hein, on a transformé le bureau en cuisine. Et qui amène tout de suite une texture, une ambiance. C'est beau ce papier peint là, un peu ethnique comme tu dis. Ça, c'est pas les codes de l'appartement parisien classique haussmannien, tu vois, mais ça, j'aime bien, ça détend un peu, tu vois, l'atmosphère. Ouais, c'est fun. C'est hyper beau, ouais. Il faut pas trop de prise de tête non plus. Enfin, tu vois, il faut aussi des fois amener quelque chose un peu plus... Mais ça a de la personnalité, oui. En fait. C'est pas attendu, là, dans cet endroit, et donc j'aime mais bien. ça marche. Ouais, carrément. Et ça vient de la maison Pierre Fray, donc ils font des choses super. Ouais. Mais au vu de ce que j'ai mis, par exemple, sur cet espace, on doit parler de 2 mètres carrés, ça pourrait être retranscrit dans n'importe quel plus petit appartement dans un budget très raisonnable. Donc c'est quelque chose qui amène tout de suite une émotion et qui peut être fait à petite échelle dans des budgets raisonnables. Ce qui n'est pas le cas de tout ce qui est proposé dans l'appartement. Par exemple, ce dressing que je te montre, qui est blanc, qui est magnifique, blanc, avec des liserés noirs sur les portes. L'idée, c'était d'être chez Coco Chanel ou André Gutmann. Hein. Vraiment le côté noir et blanc. Donc les plaintes noires. Et on a fait... Et les cimaises noires sur les portes. Les cimaises noires sur les portes. C'est plus tout le haut. En haut encore, t'as une plainte. Corniches. Voilà, comme les corniches. Comme si t'avais vraiment cet effet noir et blanc, un peu presque trompe-l'œil. Et t'as une moquette superbe. Alors, je sais pas si on la voit assez bien en photo, mais qui est épaisse de 4 cm avec des motifs. Enfin, voilà. Donc, t'as vraiment cette ambiance... Et cette banquette centrale, là. Voilà. T'arrives, tu t'assois, tu mets tes chaussures. Ça, c'est le dressing ou c'est l'entrée ? C'est le dressing. C'est le dressing, c'est ça ? C'est le dressing, ouais. C'est l'entrée de la chambre, en fait, qui est traitée comme ça. D'accord. Voilà. Donc, tu rentres dans ta chambre par ton dressing, très féminin, et ça annonce la couleur sur la suite master. C'est très beau. Et donc la salle de bain aussi magnifique avec les mosaïques au mur là. Et donc c'est la même créatrice de mosaïques qui nous a fait l'insert de l'entrée, qui a aussi fait des inserts pour la salle de bain. Et ce qui est assez sympa comme idée, c'est que là on parle donc d'une œuvre d'art puisque c'est une mosaïque qui crée des œuvres uniques. Mais au vu de ce que on les a insérées dans de la mosaïque industrielle. Du commerce. Ah oui, elle n'a pas fait tout le mur, elle a juste fait ces 3 cadres-là. Et donc en fait, ça permet tout de suite d'avoir un budget très raisonnable et de l'appliquer pareil à d'autres projets qui pourraient ne pas avoir le même budget. Tu insères juste un petit morceau d'une artiste une œuvre dans ton mur où tu as trouvé une mosaïque pas très chère. Exactement, et tu mets une mosaïque après du commerce qui fait le lien. Parce que voilà, si tu avais à faire une mosaïque sur tout le mur... Voilà. Là, c'est pas le même budget. Même si on a un très beau budget avec cet appartement, là, on explose encore plus le budget. Ça fonctionne pas. Et ce salon, très beau aussi dans les bleus, là. Là, tu as le lien du bleu. Donc, on parlait des tapis tout à l'heure. Donc, c'est aussi un tapis de Tout le monde Beauchard qui avait été dessiné par André Poutman. Donc, le lien... Elle a dû aimer. Voilà, se fait tout de suite. Et tu joues, en fait, sur... et du mobilier plutôt grand commerce pour tout ce qui est canapé, puisque là on parle d'un canapé de chez The Macy pour les canapés blancs avec la petite passepoil rouge qui est en fait canonissime. Il y a des pièces géniales à trouver chez tous les distributeurs. Ils font pas, voilà, il y a des choses vraiment qui... C'est clair, et puis maintenant tu as plein de collaborations avec des designers dans plein de marques. Exactement, et là on l'a associé par contre à une pièce un peu plus chère, plus onéreuse, hein, mais qui contrebalance le coût du canapé, donc la méridienne de chez Nobilis, où tu as ce tissu bleu roi avec ses rayures rouges, donc qui est là, plus la pièce maîtresse qui a fait que... Mais l'un dans l'autre, on reste sur des prix raisonnables entre le canapé et la méridienne, en fait. Et pour le reste des meubles, après, on travaille... donc là, la cliente nous a vraiment fait confiance, et donc, quand c'est le cas, on peut aller chiner, et où on a un peu plus carte blanche, entre guillemets, pour pouvoir aller assez vite
valider la pièce, la commander, parce que c'est des pièces uniques, et pas avoir ce temps trop de réflexion du client. C'est mort, s'il faut vérifier à chaque fois. Est-ce que c'est bon, on prend bien ce truc ? Oui, bah non, il n'y en a plus. Voilà, donc ça, quand les clients nous disent « Ok, je vous fais confiance dans le type ou le style », on peut aller travailler de la seconde main et de la puce, et donc ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est chouette. Donc, les tables basses, par exemple, c'est le cas, et ça amène tout de suite autre chose que ce qu'on peut voir habituellement, à des prix, pareil, totalement accessibles. Voilà, on parle de tables basses entre 500 et 800 euros, ce qui va être le prix que tu vas retrouver chez La Redoute. Oui, c'est vrai. Voilà, sur une très belle table basse. Ouais. Exactement. On n'est pas dans les prix de haut designer. Oui. Pour des choses sympas. Et j'adore dans le salon cette suspension qui fait un lien en fait entre le bleu qu'on trouve dans les meubles et le blanc du plafond. On dirait qu'elle a été trempée dans l'encre ou dans le bleu et que ça fait buvard comme ça, c'est hyper beau. Exactement. Et en fait, je pense que c'est un peu l'intention du designer. C'est du papier japonais. D'accord. Et donc, c'est hyper léger. Donc c'est ça, fluide. il a été trempé dans l'encre. Je pense qu'il a dû être trempé dans l'encre. C'est magnifique. Je ne sais pas quelle est la technique, mais ça fonctionne. Et elle est assez monumentale. Ouais, elle est grande. fait 90 cm de diamètre par 80 cm de haut. Donc, on ne peut pas la placer partout. Mais là, dans ces pièces-là, tu as besoin d'une pièce hyper forte et elle est superbe. Ouais, elle a attiré mon œil tout de suite sur cette photo. Et alors, il s'y sent bien, du coup, votre cliente, là, j'imagine, dans ce magnifique... Oui, elle est ravie. Elle ne vient pas très souvent. Mais quand elle est là, elle est comme chez elle, mieux qu'à l'hôtel. Enfin, un vrai cocon, quoi. Ouais. Et elle peut recevoir, elle peut montrer son appartement aussi, comme une... Oui, parce que là, c'est plus l'objectif, là. C'est aussi un objectif. Enfin, c'est important, voilà, Oui, ça fait partie ça du... fait partie, Ça fait partie du jeu, quoi, là. C'est aussi un appartement d'apparat, quoi. Oui, c'est un appartement d'apparat. C'est un appartement où tu as des pièces d'œuvres d'art aussi qui ont été mises et chinées, qui faisaient, partie de sa collection qu'il fallait qu'on intègre. Et des choses qu'on a ajoutées ensemble. Donc, ça fait partie d'un écrin où elle peut aussi montrer ses pièces. Donc, c'est important. C'est différent, ces projets-là. C'est une autre dimension. Là, tu rentres dans un vécu de l'appartement qui est différent. Déjà, elle n'est pas là tout le temps au quotidien. Tu vois, c'est pas comme rénover un 60 mètres carrés pour une famille avec un bébé. Oui, je suis d'accord. C'est des projets très différents. Sachant que tu vas avoir peut-être plus d'émotions dans le 70 mètres carrés avec la famille, qui est un vrai projet de vie, un changement de vie, un nouveau bébé qui arrive. Enfin voilà, t'as plus d'émotions. T'as des montants qui sont peut-être moins importants, mais qui sont plus engageants pour la famille aussi, que pour une personne qui est à son énième appartement, qui est un pied-à-terre, un peu trophée, et qui, là, par exemple, va le valoriser comme une pièce d'œuvre d'art, qui va plus te prendre comme un artiste artisan, et qui va valoriser ton travail différemment. Moins dans la fonctionnalité, même s'il y a plein de points fonctionnels, mais plus dans l'esthétisme. Plus dans l'esthétisme, exactement. Donc, c'est deux approches qui sont vraiment différentes. T'en as une où tu vas avoir vraiment l'émotion de la famille qui découvre l'appartement et qui, qui est très forte et qui auront peut-être moins de changements d'appartement que cette dame. Oui. Et elle qui le voit plus comme une œuvre, et donc il y a aussi une valorisation de ton travail qui est différente, et où, ce qui est aussi super, et qu'on ne peut pas malheureusement faire avec tout le monde, mais c'est normal, où tu vas pouvoir mettre en avant des artisans. Ah bah tu vois, là, tu peux c'est lié à la mosaïste, les vitraux, on va s'amuser aussi, et ça c'est génial de pouvoir avoir cette chance-là, et je suis hyper contente de pouvoir le faire, c'est-à-dire de travailler avec de telles personnes, et d'avoir des budgets qui sont en effet, qui te permettent de le faire. Sans être dans du ultra luxe, où tu montes là, avec des artisans d'art, etc. C'est aussi un autre niveau, mais c'est vrai que ça te permet de toucher ça, et c'est agréable. Et à la fois, peut-être que la Charlotte, là, c'était son rêve, tu vois, de sa vie, d'acheter un appartement à Paris. Ah, mais bien sûr. Et qu'il y a aussi beaucoup d'émotionnel dans ce projet. Bien sûr. Mais c'est quand même, j'ai une approche assez différente de l'appartement T2, enfin même studio ou T2 ou T3 plus classique, quoi, que vous voyez un peu plus tous les jours. En quoi le beau participe au bien-être selon toi ? Alors, le beau n'est pas le même pour tout le monde. Hein. Oui, on est d'accord. Mais le beau de chacun. En quoi il participe au bien-être de chacun ? Donne le sourire, en fait. Enfin, quelque chose de beau, me donne le sourire. Et donc, je pense que ça amène du bien-être. Et que c'est quelque chose qui se travaille aussi au quotidien. C'est-à-dire qu'on apprend avec son regard, avec ce qui nous entoure, nous influence. Et on arrive à savoir ce qui nous plaît de plus en plus et ce qu'on trouve de plus en plus beau. Je pense que quand on a 18 ans, on n'a pas forcément les mêmes goûts et
on sait pas toujours dire ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, et au fur et à mesure, on commence à construire son œil, à savoir ce qui nous plaît, et ce qu'on peut trouver beau, et surtout l'expliquer, dire pourquoi on le trouve beau, et pourquoi ça nous amène une émotion, comme un peu sur certaines œuvres d'art ou tableaux, et on va pas avoir tous le même ressenti, mais on va pouvoir dire pourquoi. J'aimerais bien qu'on parle un peu d'aménagement intérieur pensé pour les enfants. On en a parlé un tout petit peu, et comme tu m'as dit que tu adorais aménager les chambres d'enfants. C'est vrai. Et en plus, moi, personnellement, ça me parle parce que j'ai 2 petites filles, dont un bébé, et je suis en plein aménagement de la chambre de la 2e. Donc, c'est quoi tes conseils pour aménager des espaces dans lesquels les enfants aussi se sentent bien ? Et même avant nous, parce que c'est leur espace à eux, tu vois, notamment les chambres, et même peut-être dans le salon, tu vois, il faut toujours imaginer des espaces un peu pour eux, pour qu'ils puissent jouer, dans la maison en général, mais notamment dans leur chambre. Ouais, c'est très important, et souvent, quand il y a des enfants dans les projets qu'on a, c'est souvent une clé de départ. Parce que l'enfant, il n'a pas forcément envie de déménager. Alors, ça dépend des âges, mais ça peut être vraiment la point d'entrée. On va peut-être pas commencer par le salon, on va commencer par les chambres d'enfants pour embarquer les enfants, pour être sûr que tout le monde est bien OK sur le projet de déménagement. Okay. Et souvent, je vois en tout cas que c'est comme ça, et que aujourd'hui, si les parents se rendent compte que l'enfant se projette dans le futur projet comme eux se projettent, ça apaise, ça soulage certains stress. Ok, ouais, je comprends. Surtout sur les adolescents. Non, on ne veut pas changer. Oui, j'imagine. Une chambre d'enfant, ce qui est super, c'est que souvent, on se lâche. C'est mieux que les toilettes. T'as raison, c'est là où on va mettre le papier peint, le machin, voilà, le truc. On revient un peu en enfance, on ose les motifs, on ose les couleurs. En plus, plus il y a de motifs, moins on voit le bazar. C'est ma théorie. Hein. J'adore cette théorie. Moi, j'ai 2 enfants aussi comme toi, et bientôt un 3e, donc je maîtrise la théorie du bazar. Et je pense aussi qu'il y a une notion de hauteur qui est très importante à prendre en compte. Alors, un enfant, ça évolue. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est toujours compliqué. On me demande des chambres qui peuvent évoluer avec l'enfant. Moi, je pense que c'est pas faisable de faire une chambre pour un bébé 3 ans ou un adolescent. Il y a quand même c'est vrai que c'est la grande mode de dire le lit évolutif, le machin évolutif, la commode, la table à langer évolutive en commode, en truc en bureau. T'as l'impression que t'as les meubles qui font tout. Oui, alors peut-être que le meuble fait tout, mais alors le papier peint qui va aller avec, ça va jamais marcher. Ça, franchement, il faut quand même se faire une raison. L'enfant va évoluer, ça va marquer des étapes de sa vie aussi. Changer de lit. Vrai. C'est important, c'est le moment où on rentre à l'école maternelle, on a un lit grand, il a peut-être pas envie d'avoir le papier peint avec les petits nounours, quoi. Enfin, t'as raison. Et pareil, on rentre au collège, on a envie de changer de chambre. Et je pense que c'est des étapes de vie. Pour eux, c'est important. C'est important, et c'est important que cette chambre évolue en couleur et en motif selon son âge. Ma théorie. Après, non, t'as raison. Je pense que c'est des moments où on peut les impliquer aussi dans la décoration. Bon, peut-être pas écouter tous leurs choix. On peut entendre qu'ils ont un petit goût, et leur donner en plus ce goût de la déco. Moi, avec mes parents, j'ai eu le droit aussi de décorer ma chambre. Et, c'est trop bien. C'était trop bien. Ils ont quel âge, tes enfants ? Les enfants, ils ont 3 et 6 ans. Ouais, donc ça va. Ils donnent à 6 ans, il commence à donner... Il a donné son avis sur le dernier papier peint. Mais c'est toujours pareil. Je me demande à partir de quand tu les laisses vraiment choisir tout. Après, le choix était entre 3 que j'avais présélectionnés. Ouais, voilà, c'est ça. On présélectionne. On est d'accord. Et après, ils choisissent. On est d'accord. Après, ils peuvent avoir une couleur préférée aussi. Voilà, ma fille adore le bleu, elle a 3 ans. Bon, en fait, chambre bleue, c'est pas très compliqué. Voilà, si c'était rose, ça serait rose. Mais non, on s'amuse, on va à fond sur les couleurs, surtout sur les chambres de bébé. Pas hésiter à sortir des pastels, au contraire, les terracottas, les verts, les jaunes. Ces couleurs qui sont pas trop marquées, pas trop genrées, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Il y a plein de motifs qui fonctionnent pour les enfants. Alors, c'est plus facile pour les petites filles. Hein, les fleurs, ça marche toujours. Mais sur les petits garçons, on va aller sur les montgolfières, les bateaux, les rayures. Enfin, c'est génial. Et après, il faut penser rangement. Et donc, beaucoup de placards, beaucoup de rangements avec tiroirs pour mettre les jeux, et à hauteur d'enfant. Alors, c'est ça, ouais. Ça, c'est hyper important. Parce qu'il faut qu'ils puissent eux-mêmes aller chercher et ranger les jouets. Et donc, si tu fais des placards à 2 mètres de haut, ils ne vont jamais ranger leurs jouets. Donc, toujours penser, un enfant, on tranche d'âge, 3-10 ans, on est à peu près sur les mêmes hauteurs. Donc, on peut baisser les cimaises, on peut baisser les rangements, on peut prendre des bureaux un peu plus bas, tu vois, pour que tout soit à leur hauteur. Après, dans le sur-mesure, tu veux dire. Oui, le sur-mesure. Mais tu peux très bien jouer. Il y a plein de hacks avec Ikea.
sur Instagram avec les boîtes à jouets là avec les tiroirs, tu les peins dans toutes les couleurs, c'est génial. Pas besoin d'investir dans des pièces de designer ou dans du très très cher. Oui, non, mais je veux dire, en tout cas dans le meuble intégré un peu. Oui. Tu vois. Parce que moi, j'ai pas trop ça en fait, j'ai que des trucs chinés dans c'est leur mignon, chambre. c'est joli. Et c'est vrai que tu vois, la commode, les tiroirs du haut, c'est pas trop à la hauteur, mais bon, elle est mignonne. Le rotin, ça marche toujours dans les chambres d'enfants. Et oui. T'aimes bien chiner les petites chaises en rotin, les petits bureaux, la les petite petits commode lits. pied compas, tu vois. Oui, c'est très joli. J'aime beaucoup. Mais oui, non, mais ça, c'est intéressant, des choses à leur hauteur. Oui, même les placards. C'est-à-dire que quand tu crées un placard type Ikea en aménagement, puis tu fais peindre les portes dans la couleur de la chambre, tu vois, ça te permet de faire un truc sympa. Les tringles, tu les mets pas à 1m80. Bah ouais, c'est chouette qu'ils puissent les attraper, tout ça. Voilà, c'est bien qu'ils puissent avoir au moins une tringle à leur hauteur, où tu peux mettre des vêtements au moment l'autonomie, qu'ils puissent choisir leurs vêtements, ou ranger les déguisements à la hauteur déguisement. Donc voilà, avoir des choses quand même à ça. Pensez bien au rangement des livres, par une bibliothèque, à les leur bureaux hauteur aussi, à leur hauteur, surtout. Voilà, et puis des matières confortables, à la fois pour les lits. Tu disais la moquette au sol. La moquette au sol, ça. Bien, quoi. Ouais. Et pas hésiter à jouer aussi sur les plafonds. Les papiers peints au plafond, ça revient beaucoup. Enfin, ça revient. C'est une petite tendance. Un petit retour. Un petit retour. C'est peut-être pas pour tout le monde. Mais voilà, tu peux... là, on a fait un super projet d'aménagement de chambre d'enfants où à Paris, on a besoin d'aménager des 15 mètres carrés pour 3 enfants, ce qui est assez commun. Donc, on a fait 3 lits superposés qui s'imbriquent dans une cabane et un plafond en effet toile de cirque, tu vois, avec du papier peint rayure. Enfin, c'est super sympa. Ah ouais. Donc, tu peux vraiment jouer... Ils doivent adorer. Bah ouais. Moi, chez ma fille, on a fait peindre que des fleurs au plafond, comme une fresque. Génial. C'est hyper sympa et... ils regardent comme ça le fait plafond rêver. Ici, je suis en train de me dire la fresque que vous avez fait au plafond. Ouais, un petit peu. L'idée de la fresque au plafond, c'est canon. Hein. C'est canon. C'est canon, ça change vraiment la vision de la pièce. Mais ça amène le regard en haut, en fait. Ouais. Alors que sinon, tu regardes jamais ton plafond. Non, pas trop. Le pauvre. Ça marche super bien dans des pièces où justement t'as pas trop de hauteur et tu veux aller monter le regard. Ça fonctionne partout en fait. Non, ça marche super bien. Et quand on peut pas s'offrir une fresque, le papier peint, il y a des revêtements muraux en effet panoramique. Je crois que c'est Isidore Leroy qui fait ça, des effets de ciel bleu ou de ciel étoilé. Ok. Et c'est ciel super étoilé, simple. génial. Bah ouais, dans une chambre. Bah carrément. Petite chambre de garçon, tu vois, où tu lui fais un petit ciel étoilé, tu colles les petites étoiles fluorescentes en plus. Ah ouais, non mais là il est au paradis. Il est aux anges. Ouais, c'est clair. Tu fais un lit fusée et puis c'est... Ouais. Alors, quand on parle de bien-être chez soi, en dehors de l'aspect décoratif, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, il y a aussi tout ce qui a été pensé en amont, qui se voit pas forcément lors des travaux, tous les sujets de rénovation énergétique notamment, qui vont quand même avoir beaucoup d'impact sur le confort après dans les lieux, sur le confort de vie quoi, de l'endroit au quotidien. Ça. On peut parler de ça, c'est hyper important. Tu vois, les solutions de chauffage, ça va apporter des... Alors, il y a deux choses, il y a 2 points d'entrée. Je pense que les clients sont très focalisés sur le DPE, donc le bilan énergétique de leur appartement, parce que c'est un point qui est important à la vente et à la revente. Donc, le but, c'est de l'améliorer. Exactement, on est à la course à la note. C'est ça. Donc, il y a ce côté-là où on doit répondre à une note précise de ce DPE qui n'est pas toujours juste et qui a qui a 90 critères très complexes, etc. Et le côté aussi que dans tous les cas, il faut qu'au final, le client se sente bien, sans une dépense énergétique trop forte, tout au long de l'année, chaud comme froid. Ouais. Donc c'est vrai que ça, c'est à prendre en compte au moment de la structuration de l'appartement. Quel mode de chauffage ? Est-ce qu'on est en collectif ou pas ? Ça, c'est pour tout ce qui est appartement, si tu peux ou pas changer ton mode de chauffage. Et si tu peux le changer, est-ce que tu peux passer sur une pompe à chaleur, donc une PAC, selon si tu as une unité extérieure, si dans une maison, voilà, ou si tu n'es pas dans une maison, donc une pompe à eau qui permet d'être invisible et donc dans l'appartement. Tu as tout ce qui est chauffage électrique. Alors, dans l'électrique, il y a encore à fluide, à bain d'huile. Enfin, voilà, il y a plein de niveaux différents de types de radiateurs. Donc, c'est important de se faire conseiller par des experts sur quel type de chauffage pour quelle pièce, pour avoir la meilleure inertie, donc le moins de dépenses possible. Et surtout, on a eu le cas d'amis qui ne sont pas à Paris, qui n'ont pas pu faire appel à nous
Et malheureusement, ils se sont fait conseiller par un architecte qui n'a pas pensé à l'énergétique de la maison et qui n'a pas mis des radiateurs assez performants par rapport à la taille de la pièce, parce qu'il faut calculer le nombre de watts, le nombre d'énergie que tu peux mettre dans la maison. Donc, à la fois, ils avaient froid, et c'était tellement en surconsommation qu'ils ont fait péter le système. Le système, et Enedis, et ça a cramé un 31 décembre. Et ça a fait péter toute la rue. Parce qu'ils faisaient la fête. Ah non, parce qu'ils ont voulu mettre 18 degrés. Non, c'est une vérité. Donc c'est vraiment, faites attention quand même à, quand vous choisissez d'être conseillé dans votre rénovation, c'est que c'est bien beau d'avoir une jolie décoration, mais pensez d'abord, est-ce que mon architecte... Est-ce qu'on aura assez chaud derrière, quoi. Exactement, est-ce qu'on aura assez chaud? Donc est-ce que les radiateurs qui ont été proposés correspondent à notre mode de chauffage? Est-ce qu'on est très frileux ou pas? Parce que moi, j'ai des clients qui veulent avoir 24 degrés l'hiver. Ah ouais, d'accord. C'est pas grave, il faut s'habituer. Si, c'est grave. Ils mettent des pulls. Voilà, mais bon, il faut voir. Ouais. Est-ce que je suis en maison ou pas? Est-ce que j'ai le triphasé? Est-ce que je peux consommer par rapport à la surface de ma pièce? Est-ce que j'ai le nombre de watts nécessaires par pièce? Ouais. Okay. C'est des questions toutes bêtes, mais ils sont retrouvés à 14 degrés un 31 décembre dans la maison. Ouais, sympa. Donc ça, c'est important. C'est à la fois soit votre architecte, soit votre entreprise de travaux, si vous passez en direct avec eux, qui peuvent vous conseiller. Oui, mais ça va être le plombier si c'est un chauffage au gaz. Exactement, au gaz ou hydraulique. Et sinon, l'électricien qui peut aussi refaire ses calculs pour vérifier que ça correspond au nombre de watts et que ça passe sur votre tableau électrique. Ouais. Donc ça, c'est important. Il y a plein de systèmes aussi de chauffage au sol qui est très bien en inertie, donc soit électrique, soit hydraulique. Ça dépend de ce qu'on est possible de faire, chaudière à gaz ou chaudière électrique. Les ballons d'eau chaude, c'est important aussi par rapport à votre type de chauffage. Est-ce qu'ils rentrent dans le chauffage collectif? Est-ce qu'ils rentrent avec la chaudière? Est-ce qu'ils sont électriques? Est-ce qu'ils sont pilotables à distance, programmables la nuit? Enfin voilà. Donc, c'est souvent plein de questions qui intéressent beaucoup les messieurs. Donc c'est très bien. C'est vrai. Ils sont très attentifs à ça. Mais ils ont raison, c'est important. Et après, il y a la question de l'isolation. Ouais. Alors l'isolation, c'est un grand sujet. Et oui, parce qu'il y a des matériaux différents qui peuvent donner des sensations vraiment dans des maisons différentes, quoi. Oui. Et puis, tu as une question de budget. Selon le matériau que tu mets qui est plus ou moins performant, tu exploses ou pas ton budget. Tu as aussi le nombre de centimètres que vont prendre ton isolation. Ouais. Alors, le sol, souvent, c'est caché, c'est assez facile à faire. Ouais, mais plafond, sur les murs, est-ce que tu as envie d'enlever tes moulures anciennes ou pas pour isoler ton plafond à la fois thermiquement et acoustiquement? Il y a deux notions. Et les murs, est-ce qu'on enlève des mètres carrés à l'appartement? Donc tout ça, c'est aussi des notions à travailler avec le client en disant, voilà, si j'isole ce mur, c'est pourquoi? Est-ce que je suis pignon, pas pignon? Est-ce que ma note DPE est suffisante ou pas pour enlever tant de mètres carrés qui vont me coûter? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Et ce qui est difficile et très frustrant, c'est que là où les notes DPE sont souvent les moins bonnes, c'est les toutes petites surfaces, anciennes chambres de service au niveau des étages à Paris. Parce que sous les toits, mal isolés, pignons, on a 9 mètres carrés. Donc si j'enlève 1 mètre carré d'isolation parce qu'il faut 14 cm, ça n'a pas de sens. Il en reste 8, quoi. On perd 15 000 €. Enfin voilà, donc c'est vrai que ces questions-là sont assez complexes et voilà, c'est un jeu d'équilibre. Bon, les fenêtres, il n'y a pas de sujet, il faut isoler, il faut les changer, c'est facile. Mais l'isolation des murs, il y a plus de sujets. Ah ouais, et c'est important et ça a vachement d'impact sur le bien-être après dans sur un lieu. Sur ton bien-être à l'intérieur, exactement. Ouais. Et après sur ta note et donc ton coût de revente. Et on peut également parler de domotique dans le prolongement de ces sujets, avec tous ces éléments qui doivent être pensés et intégrés en amont. Et c'est vraiment plein de petits détails. C'est vrai que ça intéresse beaucoup les mecs, en général. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est plutôt masculin. Mais en tout cas, qui va vraiment amener un bien-être au quotidien qui est hyper intéressant aussi. Oui, alors, c'est vrai que la domotique, c'est un vaste sujet. On va en faire résumer. L'idée, c'est de se dire que quand tu as ton électricité et tous tes électroménagers, ta sono, ta musique, ta lumière, tout soit connecté à la même chose avec une même application. C'est un peu ça la vision générale de la domotique. Donc oui, c'est une simplification de ton utilisation au quotidien. Et donc, c'est une notion de bien-être qui est plus ou moins importante chez les gens, de pouvoir
tout contrôler, qui est aussi cette notion de je pilote mon chauffage, je pilote, et puis varier, je varie ma lumière, je me fais un scénario le matin quand ça ouvre, quand ça, voilà. Donc c'est des détails, mais qui sont de plus en plus importants et demandés par nos clients, et donc on travaille avec eux. Et donc ça, c'est un vrai sujet, c'est vraiment en amont. Quand tu travailles ton plan électrique, tu intègres tes systèmes domotiques, mais c'est pas compliqué en soi. Ça fait peur, mais c'est pas compliqué. Il faut juste bien y penser en amont. Il faut juste y penser. Pendant les travaux, comment se fait l'accompagnement de Maison Kika, du coup ? Tu as une personne qui est dédiée à ton projet, donc un chef de chantier ou un chef de chantier et une personne qui accompagne sur la partie relationnelle. Ça dépend de la prestation que tu choisis avec nous. D'accord. En tout cas, tu es toujours accompagné par une personne unique qui, elle, va coordonner les travaux, tous les corps de métier, et dans notre objectif de te livrer l'appartement clé en main, entre guillemets, puisqu'on fait jusqu'à l'ameublement, les lits, les luminaires, voilà. Ouais. Donc ça fait partie, nous, de ce qu'on appelle la rénovation complète d'un appartement. Ouais, avec la décoration quasiment terminée jusqu'au moindre objet, quoi. Voilà, c'est ce qu'on espère. Poser les coussins, avec tes cartons et t'arrives avec tes valises et voilà, t'emménages à la fin. Et c'est l'idée de simplifier la charge mentale par rapport à un projet de travaux qui est souvent énorme. Oui. Toujours dans ce sujet du bien-être. Exactement. Mais dans les travaux aussi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème pendant tous tes travaux, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir de surprise. Mais par contre, on est là pour pallier et trouver les solutions et t'accompagner sur tout le suivi de ces travaux. Et prendre en charge la charge mentale, justement. Ouais, exactement, la charge mentale des travaux, la charge mentale des commandes, des livraisons, du parquet qui n'est pas arrivé au bon moment. Des problèmes à gérer. Les problèmes à gérer. Voilà, donc ça, on gère pour vous, on fait les comptes rendus, on fait un accompagnement classique après sur les travaux. Hein, mais voilà, l'idée, c'est de simplifier la tâche par rapport aux travaux si tu n'as pas le temps, pas l'envie, pas les compétences de suivre ton chantier. Et nous, on suit sur l'appli. Trop bien. Voilà, exactement. Et si on reparle un tout petit peu du showroom où on est aujourd'hui, donc, qu'on évoquait en début d'épisode, comment tu l'as pensé, aménagé, décoré pour faire ressentir aux personnes qui viennent ici ce bien-être que vous avez envie d'infuser dans tous les projets d'aménagement que vous menez? L'idée était de recréer comme un mini-appartement. Ouais, c'est un peu ce qu'on ressent. En bas, voilà, on a un espace d'accueil comme un salon, la cuisine. Enfin voilà, on est dans cet espace de réception, comme quand on invite quelqu'un chez soi. On lui présente son intérieur, on lui présente ce qu'on sait faire de mieux, notre savoir-faire, avec qui on travaille. Et quand tu montes à l'étage, là, on t'invite chez toi, dans l'intime. Un peu comme on t'inviterait dans une partie. Dans une chambre. Dans une chambre. Alors, c'est pas vraiment une chambre, c'est plutôt notre matériothèque, mais voilà, c'est notre espace un peu plus de bureau, un peu plus intime, où voilà, là, on est vraiment plus cocoon. On a mis de la moquette, on a une matière plus forte, des bois, où on se dit, bah voilà, là, on va pouvoir échanger sur toi, sur ta façon de vivre, parce que c'est aussi beaucoup de moments d'intime avec nos clients. Ils nous apportent beaucoup d'informations très personnelles, et c'est comment on échange par rapport à ta façon de vivre pour créer le lieu qui va être le mieux pour toi. Donc c'est important d'être dans un petit cocon, dans un endroit où on se sent bien pour parler de tout ça. Exactement, il faut qu'on soit presque comme à la maison, qu'on ait envie que ce qu'on ressent ici au showroom, on ait envie de le ressentir plus tard dans son appartement. Ouais. D'être bien, d'être entouré d'œuvres qui nous parlent, qui nous donnent envie, qui nous font rêver, des tissus qui nous emportent ailleurs, où on sait qu'on va pouvoir disposer nos petits objets sans que ça soit bizarre ou hétéroclite. Et ce qui est drôle, c'est que le premier jour où on a enlevé les bâches, il y a des gens dans la rue qui nous ont dit c'est le dernier café qui ouvre. Ouais, c'est vrai, on dirait. Et non, t'as raison. Mais on vous invite à venir prendre un café. Mais en plus, c'est une petite vitrine hyper jolie. Oui, c'est vrai que ça ressemble pas à un showroom. Non, l'idée c'était on n'est pas d'agence ou d'archi ou de déco. On n'est pas agence immobilière. On n'est pas agent d'architecte. On n'est pas un studio d'architecture. On n'est pas une boîte TCE qui existe. Voilà, on est un entre-deux. Et donc l'idée c'est d'accueillir nos clients comme on les accueillerait dans un café, d'échanger et de trouver la clé de leur prochain projet. Trop bien. Pour terminer, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans un projet de travaux? S'il y avait un conseil à retenir. Un conseil, ne pas écouter les conseils de sa famille et de ses amis. C'est terrible ce que je vais dire. Non, mais je vois ce que tu veux dire. pense que, en fait, les gens veulent bien faire autour de vous. Et souvent, tout le monde a son mot à dire. Moi, j'ai rénové, moi, je sais faire, j'ai déjà fait. Enfin, voilà.
Alors, si quelqu'un te dit ça, tu écoutes et puis tu fais oui, puis tu voilà, tu exactement. n'écoutes pas. Ne Déjà, pas si on écouter dit, tout le je monde. sais faire, j'ai déjà fait. Là, typiquement, c'est la phrase qu'il faut fuir. C'est la phrase qu'il faut fuir et il vaut mieux écouter son architecte ou son entreprise travaux pour avoir des vrais conseils d'experts. C'est important de ne pas aussi changer d'avis à chaque fois que quelqu'un lui donne un conseil. Et oui, c'est le risque. C'est le risque aussi, c'est que quand on écoute tout le monde, on sache plus ce qu'on veut soi et ce qui nous correspond à nous, parce que peut-être qu'en effet, papa et maman qui vivent, je sais pas moi, à l'autre bout de la France, dans une maison, comprennent tout à fait qu'il faut isoler les murs, mettre une pompe à chaleur classique et avoir des grands espaces. Ça peut pas se mettre dans le studio. Oui, s'appliquer dans un studio parisien exactement, de 9 mètres carrés. De 9 mètres carrés qui a coûté 15 000 € du mètre carré. Ouais. Donc voilà, il y a aussi cette notion de accepter les conseils des bons experts. C'est ça. Ou des proches, mais attention quoi. Voilà, attention à tous les conseils. Ouais. Parce que tout le monde a envie de donner son avis et que ça reste votre projet et ça doit être adapté à votre bien et à votre vision de ce que va être votre bien. Merci beaucoup, Myrtille. On enregistre depuis 2 heures. Hein. Écoute, c'était super. Le temps passe vite. Mais c'est clair, j'ai l'impression que ça fait même pas 1 heure qu'on parle. C'était vraiment hyper intéressant. Alors, merci beaucoup à toi pour cet échange. Je suis ravie d'avoir échangé avec toi, Anne. Et moi, je suis très heureuse d'avoir découvert Maison Kika avec toi parce que je ne connaissais pas et tous les magnifiques projets d'appartements que vous avez rénovés, qu'on peut retrouver sur votre site d'ailleurs, c'est maisonkika.com. C'est un bonheur pour les yeux et c'est beaucoup d'inspiration. Vraiment, j'invite les auditeurs à aller voir au moins pour s'inspirer. C'est plein de... Enfin, voilà. On sera tu es très douée. Si ça inspire des gens et qu'on se fait un petit peu copier. C'est le signe qu'on est inspirant. Exactement. Et non, vraiment, c'est un bonheur pour les yeux. Donc, bravo à toi. Et puis, merci d'avoir partagé avec moi tous ces merveilleux conseils qui donnent des clés pour maximiser le bien-être chez soi. C'est tellement important, le ressentir au quotidien. Sur ce podcast, c'est vraiment le sujet central, la création d'un chez-soi dans lequel on se sent bien. Alors, je te suis reconnaissante d'avoir ajouté tes conseils à toi, à tout ce que j'ai à cœur de partager ici. Merci encore. Longue vie à ce beau showroom qui vient d'ouvrir. Venez nombreux pour le voir. On est au 5 rue du Vieux Colombier, dans le 6e à Paris. Vous faites des projets à Paris et autour de Paris surtout, hein. Oui, et on peut faire distance, ailleurs, mais ça dépend si on a des entreprises partenaires. Ok, donc c'est plutôt à Paris, autour de Paris, mais on sait jamais, contactez-les quand même. Exactement. Si vous êtes un peu plus loin. Plein de bonnes choses à Maison Kika pour la suite et à très bientôt. Merci Anne. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu et que vous avez noté de bons conseils pour vous sentir bien chez vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, mais si vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez aller écouter nos autres épisodes. Il y en a plus de 150 en tout qui vous attendent et dans lesquels vous trouverez 1000 conseils, retours d'expérience et bonnes adresses pour vos projets travaux. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, YouTube, TikTok et laisser 5 étoiles et votre avis en quelques mots sur Apple Podcast ou Spotify. Et pour finir, vous pouvez maintenant commander le livre du chantier en librairie bien sûr ou sur lechantierpodcast.fr, ce livre qui s'appelle Le Chantier, comme les podcasts, sorti chez Flammarion en octobre dernier, qui complète à merveille les épisodes avec les meilleurs conseils et témoignages du podcast, réunis dans 10 chapitres que j'ai écrits comme un vrai guide pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre chantier. Alors à très vite ici sur votre plateforme d'écoute, sur les réseaux sociaux ou en librairie. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint.